y a le libertarien qui aimerait que tout le monde soit assez mature et intelligent pour fonctionner, mais la réalité, les gens sont débiles et tu peux rien y faire et donc forcément, c'est le collectivisme qui va gagner. Le retour sur investissement de temps que je vais investir dans une nouvelle boîte versus si j'avais mis ce même temps dans la chaîne YouTube, la chaîne va me rapporter beaucoup plus. Quand j'ai perdu mes cheveux à 1 an, ma mère m'a jamais caché, c'est-à-dire qu'elle m'a jamais mis de casquette pour cacher que j'étais chauve, tu vois. Du coup, j'ai pas eu ce problème psychologique de ne pas m'assumer. Une grosse partie de l'économie est fausse. Il y a beaucoup de jobs qui servent à rien, même hors fonctionnariat, dans les entreprises privées. C'est des garderies pour adultes. T'as des gens, ils viennent, ils savent pas exactement ce qu'ils font, ils ont aucune idée de comment définir leur job ni ce qu'ils font dans la journée. Ils jouent au billard, ils ont des toboggans. Bien sûr, l'IA va surtout taper sur ces métiers-là. T'as les mecs qui font du volume, qui font de la vue pour avoir du revenu AdSense, toucher des sponsors, par exemple du Red Shadow Legends et prendre un gros billet d'un coup parce que tu fais 1 million de vues. Et t'as les youtubeurs nichés. Et je pense que maintenant, c'est les youtubeurs nichés qui ont le plus de chances de tirer leur épingle du jeu dans cet algo parce que le public est plus qualifié. Bonsoir à tous, c'est Bruno Salé et bienvenue dans le bunker. Et bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Bienvenue dans le bunker. Pour ceux qui nous découvrent, le bunker, c'est une émission de divertissement dans laquelle on reçoit des entrepreneurs, des expatriés, des libres penseurs, avec comme fil directeur la thèse de l'individu souverain, c'est-à-dire la liberté qui va avec la responsabilité. Et ce soir, on reçoit quelqu'un qui avait disparu des radars depuis très longtemps et c'est dans le bunker qu'il a choisi de faire son retour. Bienvenue Bruno. Bonsoir, comment ça va? Bah ça va, nickel, et vous? Mais du coup, ce soir, pour ceux qui connaîtraient pas Bruno, on va parler un petit peu après la revue d'actu qu'on va faire ensemble de son parcours, peut-être des leçons qu'on peut tirer de son parcours, mais après, on va parler de tout un tas de choses. Un peu de prospective, un peu d'IA, un peu de dystopie, pourquoi pas saupoudrer tout ça de théories du complot, si tant est qu'il y en ait encore, parce qu'elles se sont toutes avérées vraies. Et puis, j'aimerais bien savoir là si dans le chat, il y en a qui connaissent pas Bruno. Alors, on a reçu un de ses bons copains sur la chaîne récemment qui s'appelle Valek. On mettra le lien en haut à droite. J'aimerais bien savoir là s'il y en a qui connaissent pas Bruno, parce que c'est vrai, Bruno, t'as disparu un peu des radars depuis quelques années. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis 3 ans, du moins, depuis que je me suis expat quasiment. Donc voilà, j'essaie de reprendre les vidéos petit à petit. Bon, on y reviendra aussi des causes et effets de pourquoi il y a eu aussi, entre guillemets, une absence, même si je pense que les gens qui me connaissent le savent directement parce que j'avais pas parlé en vidéo. Vous avez l'air d'être cul et chemise avec Valek. C'est possible de savoir comment vous vous êtes rencontrés? Sur YouTube, tout simplement. En fait, on faisait plus ou moins. Alors, moi, non, je faisais un peu des sujets de. Enfin, j'ai toujours fait un peu des sujets de normie au final sur ma chaîne, soyons honnêtes. Même si des fois j'ai parlé de théorie du complot et ce genre de choses, ou même des sujets un peu de droite. Mais concrètement, non, c'est sur YouTube. On s'est d'abord parlé sur Twitter. Le feeling est direct passé. Après, on a commencé à faire, on va dire, plus ou moins des collabs à l'époque avec Papacito, Raptor et même El Ryan. Au final, cette amitié est restée et on s'est expat, on va dire, en Andorre ensemble. Voilà. D'accord. Qui était d'ailleurs mon idée parce que lui il ne connaissait pas l'Andorre. Vu que je suis de Perpignan, je connais bien parce que j'avais cherché mes clubs déjà depuis que j'ai 18 ans. Mais du coup, ouais, ça a été plus Donc ou c'est moins. toi la bonne influence du groupe. Ouais, plus ou moins. En fait, on voulait se barrer de la France. Bon, je sais pas si on part directement dedans, mais bon, Ouais, on a eu des problèmes un peu avec l'État français à base de comptes bancaires fermés, pression, conneries comme ça et tout. Enfin, bref, tu vois. Et du coup, on sentait qu'on allait taper un mur et qu'il valait mieux se barrer parce que la suite, quand tu commences à avoir tes comptes bancaires fermés, c'est des contrôles fiscaux pour tout et rien, sachant que même si t'es clean en France, beaucoup de gens le savent, mais tu peux avoir fait des erreurs, tu vois. C'est pas que t'as pas payé ce qu'il fallait, mais c'est juste que tu l'as mal déclaré. Et donc, on a dit bon, ça pue, faut qu'on se casse. Et on a choisi l'Andorre parce que c'était durant le Covid. Et du coup, tu peux pas te barrer où tu voulais pendant le Covid. C'était plus simple de partir dans un pays européen. Et bon, moi, vu que l'Andorre, c'est à 2 heures de Perpignan, d'où je suis originaire, le choix, on va dire, a été vite fait, quoi. Je suis parti là par... Tu t'es dit petit air frais de la montagne, club pas cher, je connais bien. Voilà, exactement. Non, en plus, je pensais pas spécialement. On n'avait pas comme objectif de rester spécialement sur le long terme en Andorre. Bon, au final, je m'y plais, même si, vas-y, c'est quand même. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vraiment tranquille. Mais non, au début, c'était en mode, bon, faut qu'on se casse vite. Ah, l'Andorre, go, tu vois. Genre, il n'y avait pas spécialement de grosses réflexions derrière, ni de choix de pays qui étaient assez restreints, comme j'ai dit, par le Covid. Tu pouvais pas prendre l'avion, aéroport bloqué. Tu fais quoi si t'es bloqué sur une île, je sais pas où, bref, des questions, genre de problématiques qui fait que
valait mieux être quand même sur le territoire européen. Tu peux prendre la bagnole, bouger, retourner en France, voir ta famille, ce genre de trucs. Oui, en sachant en Tu plus penses que que de toute l'Andorre, façon, ils vont, vous travaillez sur internet et donc que vous aviez pas nécessairement d'attache spécifique professionnelle qui vous ancrait, sur le territoire national français, quoi? À Non. partir du moment où vous aviez, fait vos armes un peu, que vous étiez connu, que vous aviez créé des sources de revenus, online, vous avez très facilement la possibilité, bah, voilà, là pour le donc vous êtes allé juste à côté, mais même Ouais. de voyager tout en bossant, quoi. Bah, au début, on avait même prévu peut-être de partir en Amérique du Sud, Costa Rica, de faire juste un an. Il y avait l'île Maurice aussi dans le lot. Bref, des trucs. C'est pas trop notre image de base, tu vois, mais ouais, on pensait partir dans ce genre de trucs qui maintenant sont des repères à hippies de merde. Tu vois. Qui tu Oui, alors, tu le verrais Costa mec, Rica, tu fuis le la Costa France Rica, pour, c'est des hippies au Costa Rica, oui, mais c'est des hippies capitalistes. Oui, je Dans le sais, mais sens c'est. où c'est quasiment aussi cher que les États-Unis. tu sais, Donc, c'est vraiment des mecs qui travaillent dans la tech, qui sont tous millionnaires, mais qui font du yoga et qui fument. Oui, mais je sais, bah, t'as Paul Saladino aussi, bah, qui parle ouais, ouais. de diète Exactement. carnivore. T'as beaucoup. En fait, ce qui me fait rire, c'est voilà, c'est de la tech, mais pieds nus, tu vois. C'est pour ça que je C'est dis les c'est là. c'est exactement ça, c'est les va-nu-pieds, C'est et en ça. plus, tu sais, toi, tu te casses de France parce que tu en as marre des mecs qui bloquent tout, qui font des manifs en jouant du djembé aux cheveux gras et puis tu te retrouves à Bali ou au Costa Rica avec des mecs qui font du yoga, ils ont des cheveux gras et des laptops. C'est la Ouais, même c'est ça. chose. C'est OK. c'est la même chose, mais avec de la thune, en fait. C'est juste ça Ouais. la différence, tu vois. Ouais, attention, il y a Jack Dorsey notamment qui est là-bas, qui lui est multimilliardaire. Donc attention, hein, le ticket d'entrée, c'est pas non plus donné à Oui, tout le monde. Ouais. ouais, je sais, non, mais c'était juste pour la blague. Parce D'ailleurs, que c'est vrai, je les on pas en tous avait fait. parlé avec Valek. Est-ce que tu penses qu'ils vont fermer, ils sont en train petit à petit de fermer les portes en Andorre, enfin Ah de bah, monter le ticket d'entrée? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va devenir un endroit vraiment réservé aux gens qui pèsent concrètement? c'est clairement déjà fermé, honnêtement, soyons honnêtes. Quand on est arrivé, il y a 4 ans, il y avait une caution de 15 000 € par personne. Donc tu te faisais prendre en otage 15 000 € et qui te restituaient quand tu pars du pays ou que tu fermes ta société. Bon, en gros, quand tu te casses, quoi. Maintenant, cette caution est passée à 50 000 et ils ne te la restituent même plus. Ah C'est-à-dire oui. que c'est vraiment en mode, Ok. juste C'est un merci. golden ticket, quoi. C'est un Ouais, c'est golden un golden ticket, ticket. tu payes ton entrée. Voilà, c'est ça. En gros, Sauf le que tu as pas de problème. passeport, quoi. C'est vrai, OK, Ouais, c'est passé tellement ouais, privé mais que tu veux pas le passeport andorran, honnêtement. ah ouais? Ouais, parce qu'en gros, le problème, c'est que tu es, hors Union européenne et donc du coup, à l'aéroport, tu passes dans les files hors UE et donc du coup, tu pas envie de passer dans les files hors UE. Tu vois ce que je veux OK. dire? OK, Genre, ça s'entend. tu dois rendre ton passeport français. Bon, après, il y a toujours le débat de oui, tu dois rendre, les choses, tu perds ta nationalité et tout. Bon, la réalité, tu dis à la France: «Oh, j'ai perdu mon passeport». Tu fais un double et après tu donnes, un des doubles, aux autorités andorranes. Enfin, je te parle pas de frauder, tu vois? Genre là, je suis même pas dans ce genre de cas parce que la nationalité ou le passeport, ils te le donnent au bout de 25 ans dans le pays et des tests, que tu dois passer, du moins de catalan et on va dire un peu d'histoire d'Andorre, ce qui est relativement simple parce que bon, c'est pas non plus un pays avec une histoire, on va dire, faramineuse, quoi. Il y a quelques trucs à apprendre, mais globalement, je connais, déjà tout dans les grandes lignes. C'est plus simple que la France, quoi, Tu on tu va dire. as appris le catalan? Alors, non, je fais un peu partie des connards, je vais être honnête, qui, vont dans un pays qui apprennent pas la langue, tu vois? Honnêtement, je le comprends très bien parce qu'à la base, je suis de Perpignan, donc Mmh. forcément, c'est la langue régionale comme avec, Barcelone. Donc mon grand-père parlait catalan, ma grand-mère parlait catalan, mon père, comprend le catalan, il le parle un peu. Tous les vieux de mon village, de Perpignan parlaient catalan, donc pareil, tu obligé de les comprendre. Donc j'ai cette facilité du moins à comprendre, mais vu que je suis pas vraiment tous les jours confronté aux Andorrans et que la réalité en Andorre fait que tout le monde parle espagnol, Mmh. du coup, c'est vrai que on va dire par flemme, j'ai pas envie spécialement de m'investir. J'ai juste les bases qu'il faut, mais j'ai pas envie d'investir dans une langue qui est parlée par peut-être 500 000 personnes, tu vois. OK, ça s'entend, ça s'entend. Après, Voilà, et c'est je sais que par exemple, on a un ami en commun qui est en Andorre. Alors lui, non, il a tout appris par cœur et nickel, maximaliste andorran, tu vois. Mais c'est juste que j'ai pas spécialement le temps ni l'envie de m'investir à 100% dans la langue, sachant que personne ne la parle ici à part avec l'administration. Donc je Et ouais. je comprends. Après c'est. voilà, est-ce Mais que aussi, ça j'ai sert tes l'impression, intérêts je ou sais pas, non? Hmm.
Je comprends, ouais, je me dis, ça dépend si ça sert tes intérêts directs ou non. Est-ce que tu es Non. confronté au quotidien? Voilà. Le truc, c'est que j'ai essayé du moins au début de m'intégrer sur le marché andorran en faisant des trucs hors internet, hein, tu vois, genre je voulais faire une boîte de marketing à la con, tu vois, parce que j'ai remarqué que ici il y avait une opportunité parce que ils sont en retard de 15 ans. On est sur les business, sur leur fonctionnement, sur tout ce qui est logiciel et tout le bordel, ils sont en retard de 15 ans. Et en fait, le marché est très fermé. Alors, je leur en veux pas pour ça. Tu vois, genre, ils mettent les leurs avant les étrangers, tu vois. Donc, concrètement, si tu arrives, que tu proposes quelque chose et qu'un Andorran le propose, ils vont favoriser l'Andorran, ce qui est Mm. pour moi tout à fait logique. Mais le problème, c'est que sur un marché aussi petit, euh, et le manque de concurrence, concrètement, les alternatives andorranes sont relativement nulles. Genre, ils vont mettre une semaine, par exemple, pour ouvrir un compte Instagram, tu vois. Alors, frérot, ça prend 10 minutes au chrono. Tu laisses faire ça à ta stagiaire à la con. Tu dis ouvre le compte Instagram pour ça. Et Mais voilà. le truc, c'est qu'il y a une réalité. À force qu'on reçoive des invités qui sont expatriés, on s'aperçoit bien que parfois, dans certaines destinations, tu as parlé de Maurice, mais Andorre est touché aussi, tu as un double standard citoyen qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a il y a les expats qui viennent et puis qui sont générateurs de chiffres hein, pour le pays, donc qui sont un peu choyés. Et puis, il faut bien que de l'autre côté, l'État, il donne certains privilèges aux locaux parce que sinon, ils se retrouvent citoyens de seconde zone dans leur propre pays, tu vois. Non, mais c'est pour ça que j'entends parfaitement leur logique. Je trouve juste que forcément, pour leur business et leur santé économique, c'est pas spécialement top parce que, comme je l'ai dit, il y a des gros problèmes de compétences. Mais bon, après, voilà, s'ils s'en sortent très bien avec juste, on va dire, l'arbitrage économique qu'ils font avec les expats qui viennent et qui, on va dire, payent leurs impôts et puis voilà. Mais voilà. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ton parcours. Et pourquoi? Parce que tout simplement, alors, tu m'arrêtes si je me trompe. On va repartir de l'endroit d'où tu veux exactement. Mais moi, quand je t'ai découvert sur YouTube, c'était assez tôt. Et de ce que j'ai vu, ça a tout de suite marché pour toi. Est-ce que je me trompe? Non, ça n'a pas du tout marché de suite. Ok, ça marche. Ça a mis 3 ans à marcher sur YouTube avant que je sorte un SMIC. Et c'était une moyenne classique à l'époque. Ok. Honnêtement, tous les youtubeurs de ma génération, je suis pas celui qui a le plus percé, loin de là, tu vois. Mais il y a 10 ans, c'était une moyenne. Tu mettais 3 ans avant de sortir des revenus sur Internet, sur YouTube, du moins. C'est ça, Moyenne. j'avais lu ce truc-là aussi. Ok, donc mis à part cette, cette intuition que j'avais eue et qui était erronée, moi j'aimerais qu'on discute un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à YouTube? Alors, pour le contexte et ceux qui connaissent pas la chaîne de Bruno, grosso modo, elle a buzzé notamment parce il a amené sur le devant de la scène francophone des sujets un petit peu parfois liés au complotisme, parfois liés à des histoires intéressantes qui se sont passées plutôt outre-Manche. Donc, ça a été dans l'arbitrage un petit peu de déplacer ce qui se faisait sur le web underground américain vers la France. Comment t'en es arrivé à la création de contenu au tout départ? J'avais 19 ans. J'étais à la fac. J'ai fait une fac d'anglais parce que je savais pas quoi faire parce que forcément je me suis dit je vais améliorer mon niveau d'anglais, quitte à rien faire autant que j'améliore mon niveau d'anglais, sachant que j'étais déjà en compréhension native. En fait, tout ce que je consomme depuis que j'ai 14 ans est en anglais, tu vois. Donc forcément, je me suis dit bon autant le pratiquer à la fac. Si je sais pas quoi faire, ce sera toujours utile. La réalité, c'est quand tu te pointes à la fac, je fais une petite aparté là-dessus, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu vas en fac de langue, en fait, tu apprends tout sauf la langue. Tu as 80% des cours, c'est histoire de l'art anglaise, histoire de l'art américaine, cinématographie anglophone. Sachant que le truc le plus drôle, c'est que le premier cursus, le premier chapitre dans les cours de cinématographie anglaise, c'est les films muets de Charlie Chaplin. Mais pourquoi? Tu vas en fac de langue, tu te tapes, on va dire, tout un semestre sur les films muets. Genre, fils de pute, au moins, mets-moi des films en anglais, tu vois. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est pour la culture, on va dire, c'est pour la culture Ouais. anglaise, c'est ça?
Ouais, en gros, le problème, c'est que, enfin, moi, j'arrivais, on va dire, avec des attentes différentes du cursus. Je me suis dit que concrètement, tu allais faire pas mal de pratiques, discuter, voilà, améliorer ton anglais. Et ça représente 30% des cours. Et après, le reste, c'est beaucoup de culture générale parce que, ben, forcément, à la fin, ça a un sens parce qu'ils forment des traducteurs, ils forment des professeurs de langue. Et donc, ben, tu es obligé d'avoir, on va dire, toute cette culture générale anglaise pour pouvoir bien faire ton travail. Tu peux pas être traducteur anglais si tu es incapable d'avoir une culture générale anglaise globale, tu vois. Donc ça a du sens. Mais du moins, moi, avec mes attentes en première année, je me suis retrouvé dans un truc où j'ai fait waouh, tu vois, genre c'est quoi cette merde. Donc au bout de 3 mois, j'ai lâché et c'est là, cette année-là, à l'année de mes 19-20 ans, où j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Le déclencheur, ça a été que je consommais déjà énormément de YouTube depuis que j'avais déjà 14 ans, 15 ans. Je regardais quasiment que du contenu américain. À l'ancienne, 50 Frank, pour ceux qui connaissent, c'était le mec qui se déguisait en costume tout rose, la pink guy, et qui hurlait dans des trucs. Enfin, c'était totalement stupide, mais c'était le vieux contenu à l'américaine edgy de ces années-là, complètement délirant. L'équivalent un peu de Rémi Gaillard en France. Ouf, en plus hardcore. C'était Ouais, des ouais. mecs qui faisaient des gâteaux de cheveux, ils les mangeaient, ils dégueulaient en pleine vidéo, tu vois. Genre, Jackass. ils se tondaient, ouais, c'était ça, ils se tondaient les cheveux. Je me souviens, c'est une vidéo traumatisante avec qui est trop drôle. Ils s'étaient tondus 4 potes les cheveux, ils avaient fait un gâteau de cheveux, ça s'appelait Aircake la vidéo. Il a mangé, il se forçait à le manger, il dégueulait en même temps. C'était du contenu, mais débile, tu vois. Donc, je consommais ça du moins à l'époque. Et après, je consommais, on va dire, tous les anciens. Hein, forcément, je regardais Antoine Daniel, comme tout le monde. Salut les. Même j'ai regardé SLG quand j'étais plus jeune. Joueur du grenier, d'ailleurs, qui est aussi de Perpignan, avec Seb. Et du coup, vraiment, Une réussite incroyable d'ailleurs, joueur du grenier. ouais, vraiment. Et forcément, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. Vu que je faisais rien, j'étais à la maison, j'avais abandonné au bout de 3 mois de fac. Je me suis dit, putain, mais ça fait 5 ans que je regarde des youtubeurs. Pourquoi pas moi, en fait? Et pourquoi pas moi? Je suis quand même drôle de base. Je peux apporter peut-être quelque chose. Je savais pas exactement ce que j'allais faire sur YouTube. Et donc, j'ai juste commencé à faire des vidéos, tu vois. Je me suis pas spécialement plus pris la tête. Je me suis dit, ben voilà, mon projet maintenant, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Et ben maintenant, je vais devenir youtubeur, tu vois. Et je all-in, tu vois. Genre, c'était du all-in. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ça marchait pas parce que bon, comme tout le monde, comme j'ai dit, c'était une moyenne. Hein, tout le monde mettait 3 ans plus ou moins à sortir des revenus. C'était quelque chose de logique. C'était un gros investissement. Maintenant, tu peux devenir connu du jour au lendemain avec, on va dire, un seul TikTok. Mais c'était quelque chose de classique, quoi, tu vois. Et ça n'a pas sorti de l'ordinaire. J'ai mis 3 ans comme tout le monde. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en plus à l'époque, il y avait d'autres gens un petit peu comme Valek ou des gens qui sortaient de jeuxvideo.com que je suivais et c'était vraiment exactement ce que tu dis. Et en plus, c'était un travail un peu acharné, mais c'était 3 ans en général pour commencer à en vivre correctement et puis aussi avoir la reconnaissance, tu vois, la reconnaissance de ton travail, etc. Et même pour être bon, hein, honnêtement, c'est pas parce que l'algorithme te pénalise pendant 3 ans et après il ouvre les vannes. C'est juste que à l'époque, il fallait un bon 3 ans pour être chaud sur Internet, tu vois. Les codes n'étaient pas les mêmes, les logiciels n'étaient pas les mêmes, le montage se faisait. Enfin, je veux dire, là maintenant, ça c'est le montage vidéo et on va dire les vidéos se sont vachement uniformisées, c'est-à-dire qu'il y a un template maintenant qui revient dans chaque niche, je veux dire que ce soit la niche documentaire, que j'avais plus ou moins d'ailleurs commencé aussi à l'époque. J'avais commencé à faire les premiers mini-sujets à la con comme 4chan et tout. Mais du coup, tout s'est uniformisé et à l'époque, c'était de la découverte. C'était du freestyle. Comme je dis, maintenant, c'est templatisé, mais avant, tu n'avais pas une idée de ce que c'était une vidéo, tu vois. Tu avais ta Et propre interprétation d'une vidéo, donc c'était très compliqué de trouver des formats qui fonctionnent. alors, 3 ans pour faire un SMIC, à quel moment tu as senti que ça décollait vraiment? Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, les vidéos de Bruno, voilà, c'est plusieurs centaines de milliers de vues en général. C'est aussi des montages de grande qualité. C'est très drôle. Quand est-ce que tu as senti que là, ouais, c'est bon, tu te professionnalisais, surtout que ça décollait en termes de qualité et puis après en termes de chiffres?
Alors, du coup, comme j'ai dit, j'ai mis 3 ans avant que ça fonctionne vraiment, mais au bout de entre la deuxième et la troisième année, là, je commence à avoir des résultats en termes de vues. Parce qu'il faut quand même rappeler que pendant un an, je dépassais pas 100 vues, tu vois. Mmh. Pendant un an, je faisais une vidéo semaine qui dépassait pas 100 vues. La Qu'est-ce qui deuxième, t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Parce que c'est là, en fait, concrètement, c'est là où 99% des gens baissent les bras et qu'ils arrêtent. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as continué malgré le fait que, putain, enfin, c'est ouf, une vidéo par semaine, c'est énormément de travail. T'as Mm. quand même fait ça pendant un an sans avoir aucun retour et t'as quand même continué. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait ça, à ton avis? Ben, en fait, comme je le disais, j'étais un peu paumé. J'ai toujours été paumé scolairement. C'est-à-dire que, bon, vas-y, j'ai toujours été le branleur qui passe toutes les classes. J'ai fait un bac scientifique tout bordel, mais j'ai jamais fait un devoir, j'ai jamais étudié ni rien. Et je savais pas quoi faire. Genre, honnêtement, il y avait aucun métier qui me plaisait. Je me voyais pas être salarié parce que j'ai un sale caractère et je supporte pas qu'on me donne des ordres. C'est pas une critique envers les gens qui sont salariés, mais c'est juste que je fonctionne comme ça. Je suis très conflictuel et s'il y a un mec qui me dit faire quelque chose et que ça, s'il a pas dit de la bonne façon, j'ai pété mon crâne, tu vois. Et donc du coup, logiquement, en fait, mon parcours m'a amené vers l'entrepreneuriat parce que j'étais comme ça. Je veux dire, c'est Parce une que conséquence. parce que tu fitais pas dans le pool de salariés. Non, c'est ça. C'était pas possible en fait. Je me serais soit tiré une balle, soit je serais passé sur TF1, bah j'aurais tiré sur sur mon chef, tu vois. OK. Donc, Donc, qu'est-ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire que tout simplement, j'avais pas d'alternative. C'est soit ça, soit rien. J'ai toujours eu un petit côté artistique, c'est pour ça forcément les vidéos m'ont plu. Et donc je me suis dit, vraiment, je me suis dit, j'ai pas d'alternative, c'est soit tu réussis ça, soit c'est foutu, tu vois. Tu vas au fond du jardin, tu tires une balle et puis voilà, tu vois. Genre premier degré. ça, Donc, c'est un point intéressant, hein, par contre, Bruno. C'est mm, bien souvent, alors il y a deux éléments, c'est ce qu'a dit GG et ce que tu viens de dire là. Bien souvent, quand il y a quelque chose qui réussit hein, dans ce que tu fais, évidemment, il y a beaucoup d'échecs quand tu entreprends quoi que ce soit. Et je parle même pas d'entreprise hein, professionnelle, je parle de mm, ce que tu fais dans la vie. C'est la persévérance. Donc, ce qu'a dit GG avec le fait que bah, malgré le manque de résultats, tu as continué, tu changes des trucs, tu fais des itérations, quoi, tu essaies de. Voilà. mm. Et là, ce que tu viens de dire là, c'est que. Putain, je me rappelle plus, ça y est. Mais ce que tu vas dire là, tu disais, il y a eu voilà, la persévérance et de l'autre côté, c'est voilà, te dire que tu n'as pas le choix. Mm. Ça on parle chaque semaine avec des entrepreneurs, tout ça. C'est vraiment un truc qui revient souvent. C'est quand tu t'es mis dans la position de il y a pas le choix ou alors il y a plus le chômage, tu vois? Que là, tu te sors les doigts et que, en fait, tu réussis à faire quelque chose, quoi, concrètement. Ouais, et du coup, on reviendra un peu plus tard parce que c'est un élément important. Mmh. Cette façon de, en fait, on est obligé de se remettre en question, tu vois. J'ai jamais été dans le délire, ouais, je suis shadowban. Tu vois, à un moment, c'était très à la mode de dire, ouais, je suis shadowban sur les réseaux sociaux. J'ai toujours refusé, alors que objectivement, il y a des fois, j'ai été shadowban, tu vois. Mais j'ai toujours refusé cette excuse parce que il y a toujours une façon de contourner le problème ou de trouver une solution tout simplement. Tu vois, genre tout mettre sur un shadowban potentiel, parce qu'encore une fois, c'est pas spécialement vérifiable, tu vois, genre à part si tu as vraiment une différence de stats monumentale, mais sans vouloir balancer des pics à certains youtubeurs, du moins, il y a beaucoup de mecs qui hurlaient au shadowban alors qu'il n'y a aucune différence de vue habituelle, tu vois. Je veux dire, ils n'ont pas connu un pic et après une baisse. Tu peux Ouais. parler de shadowban quand tu as connu un pic et que tu as une baisse. Tu peux pas parler de shadowban si tu as toujours fait 10 000 vues, tu vois. Alors pour le shadowban, moi j'ai une théorie là-dessus parce Mmh. que depuis ça fait 1 an et demi là qu'on a la chaîne YouTube. Des fois, je sens qu'il y a des épisodes qui, tu vois, quand tu abordes des sujets un peu sur le racisme, Israël, tous ces trucs-là, tu as des épisodes qui fonctionnent moins. Mais je me dis en fait, c'est un avantage et un inconvénient. Oui, il y a des épisodes où tu vas dire des dingueries, donc YouTube va moins le proposer parce qu'ils ont des algorithmes qui étudient exactement tout ce que tu dis Mm. pendant la vidéo. Ils vont moins le proposer. Mais d'une certaine manière, les rares gens qui vont l'écouter, eux, ils vont se dire: «Ah ouais, ces mecs-là, ils ont des couilles, ces mecs-là, ils prennent des risques et ces mecs-là, ils disent ce que les autres youtubeurs ne disent pas». C'est Donc en ça. fait, peut-être que tu vas gagner tu vas perdre en exposition et les gens Gagne qui en vont street cred. t'écouter, ils vont te trouver crédible et ils vont kiffer parce que ce que tu vas leur proposer, c'est quelque chose que les autres ne font pas. Donc en fait,
il y a du bon et du mauvais. Et parfois, moi, il y a des Ben, épisodes où je me dis, bah, celui-là, il a Attention, posé. attention, Comment on a vu des dingueries. Les gens qui ont écouté ça, et bah, on les a marqués. Ils vont revenir sur notre chaîne. j'ai un avis différent de vous deux, pour la simple et bonne raison que parfois il y a des vidéos qui démarrent en trombe et qui sont recommandées sur certains trucs très précis en rapport avec ce qu'on fait, et puis qui tout d'un coup, pour une raison inconnue, se retrouvent recommandées sur des vidéos de danseuses coréennes et ne font plus aucune vue. Et tu sais, t'as Ouais. l'impression que c'est la courbe d'élection de Joe Biden, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça fait ça, Oui. il y a plus rien. Alors, Donc, alors, attention, c'est juste que je refuse l'excuse, mais je oui, ne mais dis pas que ça n'existe pas. C'est une façon différente c'est juste une façon de penser. Et sinon, oui, il y a du shadow ban. Actuellement, l'algorithme YouTube depuis quelques mois est une disaster class. Tous les YouTubeurs s'en plaignent. Les gros, tout le monde a ouais. vu une baisse phénoménale de vues. Même aux US, hein, je veux dire, tout le monde s'est mangé à moins 50% de vues, certains des moins 80. Même moi, les stats sont pas au rendez-vous. Et c'est purement de l'impression. Parce que je vois que YouTube me met beaucoup moins en avant qu'avant. Une vidéo où je faisais 400 000 vues, j'avais 6 millions d'impressions. Donc, c'est-à-dire que YouTube avait foutu ma miniature devant la gueule de 6 millions de Partout, personnes, ouais. tu vois. Là, maintenant, je fais 100 000 vues. Pourquoi ? Parce que j'ai 300 000 impressions, tu vois. Alors, Donc oui, justement, en ce moment, il y a un problème d'algo, mais est-ce que c'est un problème en soi ? Parce que comme tu dis, j'ai l'impression que maintenant, le public est beaucoup plus qualifié. voilà, Dans le sens, j'allais en venir là. c'est un problème pour les mecs qui font du volume, c'est-à-dire que il y a deux façons de voir YouTube. T'as les mecs qui font du volume, qui font de la vue pour avoir du revenu AdSense, toucher des sponsors, par exemple du Red Shadow Legends, et prendre un gros billet d'un coup parce que tu fais 1 million de vues, tu vois. Non, mais c'est le business model du YouTuber de base, tu vois. Et t'as les YouTubeurs nichés. Et je pense que maintenant, c'est les YouTubeurs nichés qui ont, on va dire, le plus de chances de tirer leur épingle du jeu dans cet algo parce que le public est plus qualifié. J'allais en venir là précisément. Tu m'as front run, comme on dit dans le Ouais. métier. Ah non, je rigole. Par contre, si vous voulez aider le bunker à sortir du Shadowban, c'est le mec qui ride l'escu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout si vous nous découvrez. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez. Voilà. Non, à part ça, je suis complètement d'accord avec toi. On a remarqué avec GG, on est deux à l'avoir remarqué, on a déjà discuté plusieurs fois, un déplacement. En fait, il y a un déplacement à l'heure actuelle de l'économie des gros youtubeurs à volume vers une économie des créateurs niches en les encourageant à être plutôt des entrepreneurs, c'est-à-dire aussi à trouver des solutions et proposer des produits. Alors, ce n'est pas un hasard. Premièrement, c'est simplement parce qu'il y a un marché qui se sature. Et deuxièmement, je pense aussi que c'est pour alimenter la machine de la big data et de l'IA et de la surveillance globale, hein, pas nécessairement au sens négatif, mais c'est qu'il est temps d'aller chercher la finesse et comprendre comment fonctionnent les gens, leur psychologie et quoi leur vendre quelque part. Donc, Mm. ça fait tout à fait sens des deux côtés de la barrière. Tu vois ce que je veux dire ? Mm. Je pense aussi, c'est que honnêtement, YouTube a un moment arrêté d'être rentable pour les publicitaires. Je vais être honnête. Du coup, moi j'ai vu l'évolution. Il y a 10 ans, tu avais Mercedes, Audi, Starbucks, McDonald's. Tout le monde balançait de la pub sur YouTube, tu vois. Le CPM était un peu moins bas parce que bon, c'était le début d'Internet, etc. Bref, t'as compris. Mais il y avait des grosses institutions qui faisaient de la pub sur YouTube. Et maintenant, si tu regardes bien, les pubs YouTube, c'est quasiment que des jeux mobiles de merde. Beaucoup de... Des influenceurs qui te disent que tu vas apprendre à faire du fric pour vivre à Bali. Voilà. Red Shadow Legends, on voit plus trop Red Shadow Legends. Ouais, aussi, ils sponsorisent aussi toujours la Ah masse ouais, des ouais, ah youtubeurs, ouais. tu vois. T'as toujours les VPN aussi, le classique, tu C'était vois. la fameuse vidéo de Tai Lopez avec sa Lamborghini, tu sais, genre pendant 3 ans, tu le voyais sur Oui, YouTube. oui, c'est ça, voilà. Bah, concrètement, maintenant, c'est ça les ads avant les vidéos YouTube. Et donc, tu n'as plus d'institutions. Et je pense c'est parce que tout simplement, ils ont eu un retour, tout simplement. Ils sont pas cons, hein, donc ils ont de la data. Ils se sont rendus compte qu'en fait, tout simplement, la pub sur Internet ne marche pas si bien que ça. Enfin, sur YouTube, du moins. Pour des Starbucks, etc., ils n'ont pas remarqué de changement économique pour eux. Ils n'ont pas eu de retour économique. Et donc, en fait, ils ont fui petit à petit la plateforme. Et maintenant, on se retrouve avec du jeu mobile. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur une. YouTube met en avant de plus en plus de contenu, on va dire, un fonctionnement de niche. Pourquoi ? Parce que c'est encore ici que les pubs ont un sens et sont rentables pour les publicitaires.
Parce que le public est plus qualifié. Faire de la masse sur Internet n'a pas l'air d'être rentable pour les grosses entreprises, du moins, tu vois. Ouais, puis de manière générale, si tu veux avoir des algorithmes et puis la big data, la machine qui comprend les besoins des gens très finement, quelque part, il est temps de maintenant qu'on a fait du flux et qu'on a ramené du monde, il est Ouais. temps de favoriser voilà, les petits créateurs, comprendre comment ils s'adressent à cette petite niche-là. Tu sais, un utilisateur, un viewer, Ouais. à quelle niche il adhère? Est-ce qu'il y a un pattern qui se répète? Ouais, bien sûr, Non, ouais. parfois non. Voilà, donc Bah, ça me paraît. Et c'est purement du pattern et aussi une autre métrique qui est cachée par YouTube, c'est, excusez-moi, est-ce que le mec reste sur la plateforme après avoir vu la vidéo? ouais, Mmh. Et ça, c'est la avant, plus importante. c'était une métrique qui n'existait pas quand je me suis lancé sur YouTube et qui est nouvelle et qui est, comme tu dis maintenant, la plus importante. C'est est-ce que tout simplement, le mec, tu l'as endormi, il se barre, tu vois? Parce que oui, il a peut-être regardé ta vidéo en entier, 20 minutes, mais après, il s'est barré. Tu vois. Ouais. Et YouTube préfère du coup un mec qui va Déteste ça. rester des heures sur YouTube, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, tu as les shorts qui sont spammés, comme TikTok. Ça scrolle automatiquement, tu as les vidéos qui défilent. C'est pour ça aussi que maintenant, tu as un système d'accueil. En fait, c'est TikTok qui a un peu révolutionné tout ça au final, hein. Mmh. Du moins, le contenu est recommandé et c'est plus toi qui choisis. Avant, c'était YouTube, on appelait ça une plateforme de choose and click. Tu choisissais et tu cliquais, tu vois. Alors Maintenant, j'ai c'est toujours recommandé, tu vois. eu une épiphanie là-dessus, c'est pas tout à fait ça. C'est pas du full hasard ou c'est pas que de la recommandation. C'est-à-dire que l'algo de TikTok, de YouTube Shorts ou de Instagram va volontairement aussi te proposer des contenus qui te plaît pas. Ils savent que ça te Oui. plaît pas. Ils C'est savent. du, c'est du rage bait. Ça t'énerve. Il y a une Et partie de rage bait et c'est aussi pour gamifier le truc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de te faire aller le plus souvent dessus possible parce que tu ne sais pas ce qui va t'apparaître. Si tu mm. sais qu'il ne va apparaître que des choses qui te plaisent, bah, il y a moins de chances que tu ouvres l'application et que tu passes du temps dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin ouais, bon, ouais. là, on Ils s'endort sont dans très des forts. trucs un Non, peu mais ils sont très forts. De toute façon, c'est marqué dans les politiques de TikTok. Quand tu regardes TikTok, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais ils doivent sûrement le faire, même si ce n'est pas dans leur politique. En fait, ta caméra, elle est activée tout le temps et ils ont des logiciels d'IA qui, en temps réel, en fait, même s'ils te montrent, par exemple, une vidéo d'un truc que tu vas pas aimer, eux, ils vont analyser comment tes sourcils se froncent, est-ce que ta lèvre se monte et ils savent que Ouais, ils sont ils ont morts. des trucs, des outils. Même si toi, tu penses que tu n'aimes pas ce contenu, en fait, Ouais. inconsciemment, tu l'aimes, mais tu n'oses pas te l'avouer. Donc, eux, en fait, ils te connaissent beaucoup mieux que toi, tu penses te connaître ouais. toi-même. Donc, ils te mettent vraiment, ils ont des outils pour savoir ce qui va te faire rester sur la plateforme qui sont. C'est pour ça que ces compagnies-là ont des market cap à des trillions de dollars, hein. C'est parce qu'ils sont forts là-dedans et donc, du coup, ils Parce savent que que c'est c'est le des contenu qui va te faire c'est rester. Ouais, vas-y. c'est des machines. C'est en fait, nous, on croit que c'est des plateformes de contenu, c'est des machines d'analyse comportementale. Ouais. Et en fait, 100%. le produit qu'ils proposent au end user, à l'utilisateur final, n'est pas du tout le même que le réel produit qu'ils ont fabriqué eux et leur manière de le monétiser, tu vois. Donc ça, Bah, il y a un fait assez drôle. Je sais pas si vous vous souvenez de Pokémon Go. ouais. Est-ce que vous saviez que du coup Nintendo a vendu toutes les données des mecs qui se déplaçaient à pied pour avec les photos et tout pour aider par exemple des applications de type Google Maps, quoi. Bah oui, voilà. Mmh. En fait, Donc faut toujours se demander quel est le produit qui est fabriqué avec ouais, mon c'est ça. utilisation, quoi. T'envoies les golems faire joujou. Va chasser, Je sais va chasser. Pokémon et après ils vendent à Google. C'était C'est pas à incroyable. Google, mais c'était à une autre entreprise qui faisait genre typiquement un Waze ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, ils avaient vendu toutes les données des mecs qui se baladaient avec leur téléphone et qui prenaient en fait en photo tout C'est simplement. parti directement à Tel Aviv chez Waze. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, Comme Pour chez revenir Dolly sur ce Jam. que tu disais sur l'effet de niche, en fait, c'est que je me posais cette question-là en décembre parce que ma meuf m'a traîné dans une boîte de nuit. Et en fait, toutes les musiques qui passaient, c'était des musiques des années 2009-2010. C'est les musiques où moi, à l'époque, j'allais en boîte, tu vois. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais il n'y a pas de nouvelle musique. Et en fait, c'est qu'il n'y a plus de culture de masse comme à cette époque-là, parce que nous, on a vécu la fin de la culture de masse. C'est-à-dire Ouais. que quand tu avais un hit, on vu que les canaux de distribution, c'était des grandes maisons de disques, enfin, c'était beaucoup plus centralisé. Ben, en fait, on mangeait tous la même culture de masse. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus des hits comme tu en avais à l'époque que tout le monde écoutait, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tout le monde est dans sa micro-niche.
tout le monde est dans dans sa petite bulle d'algorithme où tu as les contenus qui te font kiffer. En fait, il y a plus de contenu de masse. Donc chacun est dans sa niche. Et donc je pense que ouais, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tu peux te permettre d'être un créateur de contenu et d'avoir ta petite niche. Et moi, c'est ce que je dis souvent à Science. Autant qu'on ait 1000 gars qui matent nos vidéos, mais qui sont alignés avec ce qu'ils disent, à qui on peut plus tard leur vendre des trucs ou faire des projets avec eux, plutôt que de faire du contenu à la con où tu as des mecs qui regardent et qui sont passifs. Tu vois, autant avoir des mecs qui sont des soldats qui te regardent et qui sont parfaitement alignés avec la vision que tu as, tu vois. Mhm. Ouais, je suis totalement d'accord. Et putain, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, après, c'est toujours la différence entre. Bah, moi, j'ai un peu ce dilemme-là parce qu'au final, je fais quand même, on va dire, du slop, comme on dit, du slop YouTube, tu vois. Je fais du contenu un peu de masse pour tout le monde, tu vois. Et c'est très dur, du coup, de quitter. Ah, si, quand même, tu vois. Genre, au final, ma commune n'est pas si. Entre guillemets, engagée politiquement qu'on pourrait le croire, tu vois. Et, mais ça Ah, m'allait très bien à l'époque et tout le bordel, tu vois. moi, je m'étais. Alors, c'est marrant, mais je m'étais demandé comment te qualifier en regardant tes vidéos. Là, je les ai re-regardées avant l'émission. Je connais depuis longtemps, tu vois. Et je me suis dit, mais comment tu qualifies ce qu'il fait et tout. Et je suis arrivé à la conclusion que tu faisais de la pop, de l'internet pop culture. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et c'est pour ça que je dis que Voilà. c'est un peu du slop, tu vois. Genre, Mais, je rigole en disant ça, tu vois, mais mais au c'est final, dingue parce oui. que typiquement, moi, quand je t'écoutais, tu sais, je me rappelle avec, tu sais, le mec qui avait fait son tank en béton, là, machin, enfin bon, tous ces trucs-là de l'époque. Moi, je traînais sur 4chan, donc tout ce que tu faisais me parlait. Mais je me disais, tu sais, c'est vraiment hyper ciblé. Qui c'est qui écoute ça, tu vois? Et en fin de compte, non, tu fais de la pop culture internet Mm. et c'est massivement vu, quoi. Enfin, Bah, comparé à nos vidéos, par exemple, il n'y a pas photo. au final, la vidéo du Killdozer, je crois que je suis quasiment à 2 millions de vues. Je dois être 1,7 million ou une connerie comme ça, C'est tu vois. incroyable. Alors que pourtant, tu dirais que c'est très niché. Moi aussi, à l'époque, d'ailleurs, ma vidéo a fait plus de vues que les vidéos américaines. C'est incroyable. Est-ce que tu te rends compte du délire? Genre, c'est un sujet purement américain, avec, on va dire, toute une sous-culture américaine qui fait que bah, cette histoire a existé, en fait, tout simplement, parce que c'est pas un truc qui peut spécialement arriver chez nous en Europe. Et pourtant, ce sujet a mieux fonctionné en France avec Eh moi oui. que là-bas, tu Et vois. puis, Et il était moins dilué. ouais. Et en plus, faut savoir que la vidéo a été démonétisée à 800 000 vues et 18 Ah, plus. Donc, en gros, j'ai quand même réussi, malgré une démonétisation plus. Là, on parle de vrai Shadowban, tu vois, une démonétisation Mhm. et le 18 plus. Le 18 plus, c'est le pire truc, c'est de la Ah, c'est le pire. décapitation de la vidéo parce qu'il faut que la personne ait un compte validé majeur, tu vois. Si tu peux pas regarder la vidéo si t'as pas un compte YouTube. Et si le compte n'est pas validé ou que tu n'as pas Voilà. fait une sorte de KIC, tu vois. Donc, arriver à faire malgré ça 1 million de vues en plus, c'est que le sujet vraiment Ouais, ouais, était ouais. C'est vraiment étonnant. bon, tu vois. Donc, la vidéo a réussi, je dis pas que c'est moi, hein, tu vois, mais la vidéo a réussi à tabasser même le plus gros Shadowban de YouTube. C'est une vidéo, si elle n'avait pas été, on va dire, 18 plus démonétisée, je pense que là, actuellement, elle sera à 3,5 millions de vues, voire peut-être 4 millions en France, tu vois. Je t'interromps juste une seconde. Je vois Raph qui demande de manière cyclique, séquencée, que fais-tu pour vivre en Andorre? On va y répondre, on va en parler un petit peu Ouais. après. Là, je suis un peu sur l'arc, tu vois, d'où il vient, comment il s'est fait connaître et puis comment il a commencé à perf. Et on va passer sur un autre. Il y a un modo sur le chat, les gars. T'inquiète pas, on va en parler, Raph. On va parler d'un autre truc qui, je pense, a aussi participé à driver ta carrière. Hmm. Tu as fait une vidéo assez touchante, qui n'est pas non plus dans la pleurniche, qui parle un peu de tes expériences personnelles et Mhm. voilà, tes soucis de santé et comment tu t'en es sorti. Est-ce que tu estimes que enfin, moi je l'ai interprété comme ça. Est-ce que tu estimes que tes problèmes de santé, tu en parleras si tu en as envie, hein, tu es libre, Mhm. Ouais, ouais. ont, et la manière dont tu les as appréhendés t'a aidé dans ta carrière, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la monétisation, sur l'entrepreneuriat? Bah, complètement, je dirais même que c'est des éléments fondateurs même de ton identité et c'est généralement le cas de toutes les personnes qui ont des soucis de santé ou on va dire des traumas plus jeunes. Donc oui, complètement, c'est ce qui m'a modelé et qui a fait que j'ai
cette façon de penser. C'est pour ça que je le vois d'un bon œil, tu vois. Genre, je suis pas en mode regret Ouais. pur et dur, tu vois. Un truc con. Mais après, c'est aussi la façon dont tu appréhendes la chose. Justement, on va revenir un peu à la base. Juste pour le contexte, voilà. Est-ce que, rapidement, peut-être tu peux décrire qu'est-ce que c'est le souci en question ou Bah, du moins en quoi il t'impacte, quoi. Bah, en gros, depuis que j'ai 1 an, donc 12 mois, j'ai une alopécie universelle, donc j'ai perdu tout poil, cheveux, pilosité, je n'ai rien sur mon corps, depuis que j'ai 1 an. Suite à une anesthésie générale pour une opération, bénigne, hein, c'était une connerie, hein, tu vois? Genre, je ne sais même plus ce que c'était, mais j'avais, perdu tous les cheveux et cetera, 1 mois après l'anesthésie générale, donc sûrement une allergie, aux produits. Et du coup, c'est d'origine auto-immunitaire, donc mon corps ne reconnaît pas mes poils et les attaque comme si c'était un virus. Et c'est un truc que j'ai traîné toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai souvent des problèmes auto-immunitaires qui interviennent. À l'adolescence, de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans, puis quand je suis arrivé en fait dans les études, je me suis lancé sur YouTube. J'ai eu de gros soucis de santé, encore une fois auto-immunitaires, mais les médecins n'ont jamais été capables de trouver le nom de la maladie. On avait les symptômes, on savait ce que c'était. En gros, mon système immunitaire attaquait mon foie et ma rate, comme si c'était encore une fois un virus ou un corps étranger. Donc, autodestruction des 2 organes. Et normalement, tu as, on va dire, tu arrives à trouver un syndrome, une maladie. Ça peut être la maladie de Crohn, ça peut être, qu'importe, ce genre de pathologie. Mais en faisant énormément de batterie test, on prenait du sang, 15 fioles de sang tous les mois, qui a fait le tour du monde. Ça a été envoyé au Canada, en Chine, aux États-Unis. Mon sang est parti partout dans le monde entier, mais dans des labos de recherche de fou. Et ils n'ont jamais su ce qui m'était arrivé, pourquoi en fait mon corps décidait de flinguer mes organes, tu vois. Et c'est parti tout seul, genre au bout d'un moment, au bout de 5 ans, de douleurs atroces. Et il n'y avait pas de traitement, hein, honnêtement. Du coup, vu que je ne savais pas ce que c'était, il n'y a pas de traitement, tu vois, tu peux rien faire. Donc, je suis resté dans la douleur pendant 5 ans. Et maintenant, depuis 2 ans, j'ai le syndrome de Graves, qui est un problème de thyroïde, cette fois-ci. Donc, Pas de chance, auto-immunitaire. hein. Ouais, bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. T'assumes et puis t'avances. Du coup, mes anticorps maintenant attaquent ma thyroïde, ce qui fait que je produis trop d'hormones thyroïdiennes. Et du coup, ça joue sur tout, quoi. Enfin, sans rentrer dans les débats compliqués, j'ai un métabolisme trop élevé. Donc, à un moment, j'avais 3 fois plus d'hormones thyroïdiennes que le maximum réglementaire, on va dire. Et donc, du coup, forcément, impossible de dormir. C'est comme si tu faisais un effort physique constant. Ton cœur est tout le temps en train de battre à fond, tu vois. Tu perds du poids pour n'importe quoi. Genre, j'avais perdu 14 kilos en 3 mois quand ça s'est déclenché, en changeant strictement rien à mon alimentation, en étant sédentaire. Et du coup, t'es fatigué parce que du coup, t'as jamais de sommeil réparateur, tu vois. Je veux dire, vu que ton corps fonctionne toujours à fond, t'es toujours, on va dire, en plein effort, quoi. Donc, tu peux pas te reposer. Bon, c'est ce qui m'a impacté les dernières années. Donc voilà, un peu de parcours assez chiant et assez long. Ouais. J'ai eu des problèmes de santé en fait concrètement quasiment une bonne partie de ma vie. Les cheveux, c'est pas impactant et justement, il va y venir dans les différentes approches qui font que ta vie peut changer. Du coup, quand j'ai perdu mes cheveux à 1 an, c'est grâce à ma mère. Ma mère m'a jamais caché. C'est-à-dire qu'elle m'a jamais mis de casquette à l'école Ouais. pour cacher que j'étais chauve, tu vois, que j'avais pas de cheveux. Et donc forcément, j'ai été obligé de m'assumer, tu vois. Il y avait pas le choix. Voilà, je peux pas me cacher derrière un bob ou une casquette. Je dois subir les moqueries des enfants et on va dire me démerder là-dedans, soit me battre, soit avoir de la répartie. Je pense d'ailleurs c'est ce qui a fait en sorte que j'ai une énorme répartie, c'est parce que du coup j'étais un peu jeté dans l'arène. C'est un peu la cible facile, tu vois, genre comme le petit gros, tu vois, genre tout le monde va se faire bully à l'école, tu vois. Mais du coup, moi, j'étais jeté. Voilà, t'es chauve. Ah, ouais, il a pas de cheveux. Et du coup, je devais trouver, on va dire, des blagues pour rebondir et pour vanner, on va dire, les personnes en retour. Donc, je pense que c'est ça qui m'a créé une bonne répartie. Mais dans ce qui est l'approche, ma mère a connu après, parce qu'on était que 6 personnes à l'époque atteintes d'alopécie universelle en France. Elle a connu une autre mère, du coup, parce que forcément, il y avait des groupes, les médecins se mettent en relation avec les autres parents qui ont avec des enfants avec les mêmes pathologies. Et la mère a fait l'inverse de la mienne, c'est-à-dire qu'elle a caché le gosse. Elle lui mettait une casquette, elle lui mettait un bob.
Et donc, du coup, l'enfant, en fait, ne s'est jamais assumé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, en fait, il s'est renfermé sur lui-même. Il a été scolarisé au CNED parce qu'il avait la boule au ventre d'aller à l'école. Il n'arrivait pas, on va dire, à être confronté à la réalité. Il s'assumait pas, tu vois. Alors que, vu que ma mère m'a lancé, on va dire, dans l'arène, vas-y, démerde-toi, pas le choix, tu vois, t'es comme ça et rien ne changera le fait que t'es comme ça. Mhm. Du coup, j'ai pas eu ce problème psychologique de ne pas m'assumer, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise cet exemple pour montrer que deux différentes approches de réagir à la maladie ou à un problème peut définir totalement des trajectoires différentes de ta vie. Moi, j'ai pas eu le choix de m'assumer, on va dire grâce à ma mère. Une autre mère a essayé de cacher le gosse et le gosse, au final, je sais pas ce qu'il est Ouais, maintenant, mais il doit être enfermé sur lui-même. Qu'importe, je sais pas. je, Il s'est même suicidé, j'en sais rien, tu vois. je suis désolé de t'interrompre, mais Ouais, de non, ce que il tu faut me m'interrompre. racontes, et de ce que j'ai vu sur ta chaîne, Bruno a fait une superbe vidéo où il en parle en détail. Ça rentre directement dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand GG parlait du sens de la persévérance, même quand il n'y a pas de résultat, et quand tu parlais toi-même du fait de ne pas se laisser le choix. Clairement, on peut tout à fait tracer un parallèle, selon moi, du fait que tu aies connu ça très jeune, tu Mm. appliques ça aussi dans ta discipline, dans ce que tu entreprends. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas le choix que de réussir et puis tu as la persévérance. Un pas après l'autre et puis j'ai l'impression que tu as réussi à transformer ça en une force. Oui, totalement. Ben, comme je le dis, je ne serais pas la même personne si j'avais pas vécu ça. Honnêtement, je suis de nature un peu flemmarde, tu vois. Je pense que je serais parti directement dans. Même c'était un plan que j'avais hein, aussi à l'époque, honnêtement. En plus, quand t'es de Perpignan, tu essaies de devenir fonctionnaire, tu te fous dans une planque, tu gravis les échelons en passant des espèces de concours à la pompe pour augmenter ton salaire, tu branles rien, tu te caches pour pas bosser, et puis voilà. Et c'est ce que j'aurais fait, tu vois. Mais on va dire cet élément fondateur, les problèmes de santé, m'ont poussé vers cette voie parce que bah, pas le choix, tu vois. Sinon, ma nature de base, je le dis en toute honnêteté, je serais en mode fonctionnaire planqué, tu vois, genre à la base je passais des concours D'où infirmiers mais je voulais pas être infirmier. C'est-à-dire que je passais les concours infirmiers et après je comptais directement passer des concours en interne pour être le gestionnaire à l'hôpital et rien me branler, tu vois. D'où l'utilité de parfois se mettre dans des situations en difficulté pour pouvoir se Ouais, surpasser, apprendre des choses. C'est pour c'est ça ça, qu'il exact. faut pas trop couver ses enfants. Faut vraiment qu'il y ait un Mm. moment dans ta vie au moins où tu rencontres de la Bah, difficulté parce que c'est ça qui va t'endurcir le scalp. C'est hyper important. Ouais, non, mais clairement. J'en parlais dans notre Telegram ce week-end. Moi, j'ai rencontré une amie qui est en formation, mais elle avait fait une formation avant, et puis elle refait des formations après. Et puis, tu sais, tu as ce côté-là. Quand tu refuses de te mettre en difficulté, de te confronter au marché, etc., bah, tu vas te trouver des excuses. Comme ça, tu es en perma-formation, tu fais jamais d'oseille. Et puis voilà, en fait, il y a qu'une seule façon de se découvrir, c'est de se mettre en difficulté. C'est typiquement les gens qui viennent et qui te disent j'ai un projet d'entreprise et qui te disent oh, je vais employer un comptable, je vais ouvrir une SCI. Et les mecs, ils se mettent carrément, enfin, tu sais, ils ont un projet d'entreprise. Au lieu de se dire, je vais réfléchir à mon produit, à essayer de chercher des clients pour commencer à le faire, par exemple, au Black et tout, pour avoir un peu d'argent qui rentre. Non, non, ils vont direct réfléchir par la contrainte. Ils vont direct dire, ah ouais, je vais déposer ma Ouais, marque à il se l'INPI, cache en je faisant de je vais l'exécution. employer un comptable, je vais publier un truc au journal officiel pour avoir une SCI. Quand le mec il vient te voir et qu'il te parle de ça, tu sais très bien que son entreprise, soit elle verra pas le jour, soit il va se casser la gueule. J'aime bien appeler ça de la procrastination active. C'est ça. C'est-à-dire que tu fais des choses, mais tu fais rien, tu vois. Genre, C'est un truc de fou. tu fais tout pour ne pas être confronté au problème de base qui est que si tu ne bosses pas, ça va aller nulle part, tu vois. Mhm. Moi, à l'époque, sur YouTube, j'aurais pu euh, théoriser pendant un demi-siècle la vidéo, la formation de montage vidéo. Eh ben non, j'ai appris sur le tas. Les vidéos, c'était de la merde, mais ben, au bout d'un moment, j'étais confronté directement au problème. J'avais un feedback direct. Ben, la vidéo est nulle. Tu vois, tu la vois directement, elle est nulle. Tu vois, quand tu la regardes à la fin de ton montage, tu es là, tu es devant et tu fais putain, elle a chié, tu vois. Et tu le vois directement. Pourquoi? Ben parce que tu l'as fait. Mais si j'étais passé pendant 6 mois de formation, entre guillemets, comme tu disais, les formations éternelles, qui sont en fait toujours la même chose, c'est pour ne pas être confronté au réel. Ouais, Pendant c'est la ça. formation, tu peux commencer à bosser sur ton projet. Rien ne Exactement. t'empêche et tu apprendras beaucoup plus. La formation, généralement, c'est juste un certificat pour dire Ouais, mais tu sais, félicitations, c'est le bon point, tu vois.
Non, mais tu sais, Bruno, il y a des mecs qui sont en perma-formation, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont en formation mais depuis qu'ils ont 20 ans pour ne pas aller. Enfin bref, on va. Je sais que le chrono tourne, donc on a Ouais, c'est parlé de vrai. tout ça. Je pense que ça fait partie des choses qui ont forgé ton succès. Il y a une Mm. question qui revient dans le chat depuis tout à l'heure. Je pense que c'est le moment de l'aborder aussi. Ouais. Donc, tu t'es foutu en Andorre. Évidemment, entre-temps, ben voilà, on en a parlé déjà en première partie de l'émission. Donc, si vous voyez cette partie et que vous voulez voir la revue d'actu où on aborde le sujet du succès, de la fuite en Andorre, vous cliquez sur le lien en haut à droite. Mais du coup, voilà, tu es parti en Andorre, tu as continué un petit peu ce que tu faisais, tu es toujours proche de Valec. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Est-ce que Là, tu continues à bosser? Alors là, je survis. Alors c'est con parce que là, en fait, j'ai 3 vidéos sur le feu là depuis le début du mois de janvier. Là, je comptais vraiment entre guillemets spam, mais je me suis tapé, je pense, une sorte de grippe de merde. Là, j'étais cloué au lit pendant 1 semaine et demie, et du coup, c'était fini. Bah, je devais la sortir aujourd'hui, mais vas-y, j'ai pas eu le temps. Je la sors demain, mais donc non, toujours de la vidéo, mais les problèmes de thyroïde que j'ai eu depuis 2 ans, alors je veux pas repartir dans le délire blabla maladie, etc., m'ont assez flingué. Et donc, du coup, je vais être honnête, j'ai surtout vécu sur toutes les économies que j'avais. Tu vois. Genre, j'avais pas mal d'argent de côté, et donc j'ai réussi à vivre grâce à ça. Et du coup, là, bah, je dois relancer la machine. Bon, c'est pas grave, hein, tu vois. Genre, j'ai encore une chaîne avec 276 000 abonnés. T'as juste à bosser, à sortir des trucs, il y a l'argent qui rentre, c'est pas un problème, tu vois. Même si je repars pas de zéro, mais on va dire financièrement c'est un peu comme, tu vois. Mais tu vois, genre je suis optimiste et j'ai pas, on va dire, en mode it's over, j'ai m'éventré, j'ai encore tout Est-ce que pour fonctionner, quoi, tu vois. tu as abordé le sujet précédemment du fait que tu avais essayé peut-être des boîtes de com, un Andorre, ce genre de choses, Ouais, dans la ça c'était première quand partie de l'émission, dans ça, la revue d'actu. ça, Mais c'était quand je suis est-ce que arrivé. tu as build, est-ce que tu as construit, est-ce que tu as fait d'autres trucs que de la vidéo depuis que tu es en Andorre? Non. Ok. Non, honnêtement, non. Bah, j'avais essayé de construire cette boîte, mais en fait, je me suis rendu compte que, vas-y, moi, mon taf, c'est YouTube, tu vois. Genre, honnêtement, Et tu le fais bien. c'est l'influence. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi un problème qu'on a au bout d'un moment dans l'entrepreneuriat, c'est ben, quand tu sais faire quelque chose, ben, tu continues à le faire. Genre, s'il y a quelque chose qui fonctionne, tu continues à le faire. Et tu vas pas essayer de te lancer dans des trucs spécifiquement qui ont pas beaucoup de chances de marcher, tu vois. C'est du bon sens. Mon grand-père disait quand tu veux, tu peux, et si tu peux, tu dois. Donc en fait, Ouais. si tu as la compétence et que c'est ton C'est- truc, tu as intérêt à le faire, quoi. Oui, Ça c'est fait ça. plutôt sens. En fait, c'est pourquoi, en fait, c'est même en termes de ROI. Le ROI, le retour sur investissement de temps que je vais investir dans une nouvelle boîte versus si j'avais mis ce même temps dans la chaîne YouTube, bah, il n'y a pas à péter. Ma chaîne, elle va me rapporter beaucoup plus, tu vois. Je te Ok. dis pas que peut-être dans 10 ans, s'il faut, la boîte de com que j'avais montée va faire des millions mes couilles. Mais à l'instant T, soyons honnêtes, tu vois, genre c'est YouTube qui fonctionne le plus, tu vois. Tu peux plus scaler une boîte, ça c'est sûr, qu'une chaîne YouTube, mais Quand tu dis ouais, quoi. YouTube, c'est quoi? C'est le paiement des vues ou c'est les Ouais. éventuels sponsors que tu vas avoir? Alors, les vues, ça pue sa mère, hein, vraiment. Faut avoir soit des vues de ouf, soit un volume de malade mental. Tu vois, genre typiquement, tu as des chaînes comme Asmongold aux US, qui est un influenceur, il fait de la réact d'actu. Sauf que là-bas, ça marche très très bien, tu vois, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Il a juste sa cam, Twitch pendant 4 heures. Il réact, c'est cuté, chaque vidéo fait 1 million de vues, il en publie 3 par jour. Donc bien sûr qu'à ce taux-là, il balance quasiment 20 000 $ par jour juste de revenus publicitaires YouTube. Donc, c'est colossal, tu vois. Et ça, c'est juste sa chaîne principale. Après, il a une chaîne secondaire où il publie d'autres clips. Et quand tu prends tout l'écosystème avec les dons et tout, ce mec brasse quasiment du 50K ou 60K par jour. Mais ça, c'est pas transposable en France, tu vois. Si tu fais de la revue d'actu tous les jours, tu vas pas générer des chiffres similaires, tu vois. Ça m'offre une passerelle privilégiée. J'aime bien ce mot. Ça m'offre une passerelle privilégiée à un autre thème sur lequel je veux t'emmener. Mm. Tu te Non mais attends, mais remets. du coup, Attends, je suis désolé de te couper, Science, mais du coup, t'as pas répondu à ma question. Du coup, Oui, c'est quoi? pardon. C'est Ah oui.
tu trouves des sponsors pour sponsoriser la vidéo ou t'as pas un contrat avec le. Enfin, tu travailles pas aussi avec le VK Studio Si, je fais de l'affiliation. Je fais de l'affiliation Tu avec fais de le VK l'affiliation, Studio c'est ça. parce que concrètement, tout le monde est gagnant. Tu vois, je sais que le produit est bon. Honnêtement, vu que j'ai mon nez dedans aussi, tu vois, genre j'ai pas de problème à puber ça. Et voilà, du coup, Valek gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Les mecs, ils ont une formation quali qui permet de se lancer, on va dire, sur Internet. Et puis, comme je dis, voilà, tout le monde est content. Au lieu que je pub, par exemple, du Red Shadow Legend à la con, où le modèle économique, c'est concrètement, il me donne, je sais pas, 5000 balles et il prie pour qu'il y ait 3 mecs qui dépensent tout leur compte bancaire dans le jeu. C'est ça le modèle économique de ces trucs. C'est pas spécialement une masse de joueurs qui mettent 10 euros, Ouais, c'est des mecs qui vont perdre 6000 euros dans le jeu, tu vois. Tu veux dire que tu es plus aligné. En plus, tu sais qu'il y a des mecs qui vont se construire quelque chose avec ça. Enfin, il y a un truc au niveau des valeurs. C'est ça, Moi, voilà, je j'ai bon te dis retour juste à dessus. préciser, D'ailleurs, on a on a fait un appel monteur. à Valek pour trouver un monteur. Du coup, le mec qui nous monte la vidéo, qui nous fait les super teasers en début d'émission, c'est un gars du VK Studio. Donc, très honnêtement, nous, on est hyper contents avec le taf qu'il produit. Donc, j'ai l'impression que c'est une formation qui est très sérieuse. Même, enfin, tu sais, quand il a mis une annonce dans le VK Studio, on a eu plein de gars qui nous ont recontactés. Ouais. Les mecs, ils ont l'air sérieux. Ils nous ont envoyé leur portfolio. C'est béton. Donc, je pense très honnêtement que c'est une bonne formation pour les gens qui veulent se lancer dans le business en ligne et dans le montage vidéo, c'est sûr. Ouais. En fait, on apprend directement l'essentiel et ce qui sert, tu vois. Parce qu'en école d'audiovisuel, ils vont t'apprendre 2 ans de théorie sur la colorimétrie. Sauf que sur le marché, t'as pas besoin. Enfin, le vrai marché du montage vidéo, au final, c'est le web et c'est pas de monter pour TF1, tu vois. Il y a que quelques places pour TF1. Par contre, le marché du web est quasiment infini, tu vois. Genre, toutes les entreprises ont besoin, on va dire, de présence vidéo, influenceurs, qu'importe, tu vois. Donc, on apprend qu'est-ce qui rapporte de l'argent, tout simplement, tu vois, dans le milieu. Bon, eh bien, ce retour sur YouTube après une absence, donc que tu nous annonces peut-être pour demain, un truc comme ça, m'offre une passerelle en or pour notre prochain sujet. Mais avant cela, je voudrais vous montrer la bière que je bois depuis tout à l'heure, qui est la Bob. Donc, il y a eu le commentaire tout à l'heure. Bob, c'est un brasseur Bitcoin Only Brewery, donc ça veut dire brasserie Bitcoin seulement. Et en gros, il fait des bières artisanales et celle-là, elle est pimentée. Donc, c'est celle que je bois depuis tout à l'heure. Elle est super cool. Donc, si j'y pense, il faudra me le rappeler, Bob, mais on mettra le lien dans la description. Vous pouvez aller vous en acheter des canettes sur son site en Bitcoin. Donc, c'est un truc qu'on soutient. Moi, j'aime particulièrement l'idée. Donc, je reviens sur le mec des pubs. Je reviens sur le sujet. Donc là, tu reviens et ça nous mène à un nouveau sujet intéressant. Est-ce que Bruno Le Salé ne revient pas sur YouTube parce que c'est la dernière ligne droite en 2026 avant que l'IA nous remplace tous et nous mette au revenu universel? Moi, je trouve que avant qu'il y ait vraiment un impact, vraiment où on pourrait dire que vas-y, il y a assez d'IA pour que tout le monde ait un revenu universel. C'est pas pour demain. Genre vraiment, honnêtement, même si ça évolue très très vite, je trouve que avant 15 ans, ce serait vraiment prématuré de dire que on va voir ça bientôt, tu vois. Euh, Honnêtement, j'avais vu, c'est justement un Français qui bossait dans la Silicon Valley. Je me souviens plus de son nom. Il est en train de revenir en France pour essayer de créer une structure justement sur les intelligences artificielles pour sortir, on va dire, du dogme LLM, tu vois, genre les large language models. Parce que là, actuellement, tous les projets sont des LLM. Et ChatGPT, Claude, Mistral. C'est la Est-ce que partie tu peux expliquer ce que c'est visible. qu'une LLM pour les. Est-ce que vous Si... pouvez expliquer ce que c'est qu'un LLM pour ceux qui ne sont pas forcément initiés? Je suis pas non plus Alors, expert dans le domaine, tu vois, genre honnêtement, mais je sais pas si tu peux mieux le définir que moi. ouais, un LLM, ça veut dire large language model, ça veut dire un modèle de langage large. Et en fait, c'est un modèle, on va dire, c'est une forme d'algorithme qui est construite avec des réseaux de neurones, on appelle ça, et qui vont voilà être entraînés sur du contenu écrit, mais pas seulement, parce qu'ils sont aussi entraînés sur les transcriptions des vidéos YouTube, toutes ces choses-là, et de plus en plus de contenu de toute façon. Et en fait, son job, ça va être tu vas lui poser une question
Et en réalité, quand il va te répondre, son job, c'est de la prédiction. C'est qu'en fait, ces modèles sont entraînés à prédire la suite. Et donc, un des cas d'usage d'un LLM, c'est de prédire la suite de ta question qui est la réponse. Voilà. Donc, concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais du coup, tu vois, je vois un commentaire et c'est exactement ce que je pense. C'est le taux de pénétration en entreprise est plus lent que prévu, sans compter le gap des cas d'usage. Et c'est réel au final. C'est pas autant utilisé qu'on le pense. C'est souvent utilisé par les salariés pour faciliter leur job. C'est pas une initiative de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que le mec qui a le bullshit job de faire les mails, bah vas-y, il a tout intérêt à utiliser ChatGPT pour faire son taf en 2 secondes et retourner à la post-clope. Mais c'est plus, on va dire, des initiatives individuelles qu'une utilisation en entreprise parce qu'il y a un gros. Enfin, moi, du moins, j'ai un gros problème avec ces modèles-là, sachant que j'utilise depuis toujours. Hein. Vraiment, je suis un gros utilisateur. Je suis un power user, comme on dit. Un Mais golem de compète. Non, je... euh, oui, mais c'est vachement utile. C'est que vas-y, c'est pas si précis que ça. C'est des moteurs de recherche améliorés, honnêtement. Au final, quand tu prends la finalité de la chose, c'est juste des moteurs de recherche améliorés. Et le problème, c'est qu'il y a des biais de confirmation, honnêtement. C'est-à-dire que le modèle a tendance à être tout le temps d'accord avec toi, même quand tu dis de la merde. Et ça, c'est très chiant quand tu fais des vrais travaux de recherche honnêtes. Parce que forcément, si tu pars de. Je parle pas d'un truc factuel, comme par exemple, je dis le ciel est vert. Il va dire non, fils de il est bleu, tu vois, genre arrête de dire des conneries. Par contre, quand on parle d'un truc un peu plus conceptuel et que tu pars d'un postulat faux, il va continuer dans ta connerie, tu vois, à t'entretenir ta connerie. Et donc, du coup, pour de l'utilisation. Est-ce que ça c'est pas de l'user error? Est-ce que c'est pas de l'erreur utilisateur? Est-ce que c'est pas à toi de lui dire prends une posture contradictoire, ne me confirme pas systématiquement? Même, j'ai essayé sur plusieurs discussions récemment, j'étais en mode bon frérot, là tu me racontes de la merde. Honnêtement, j'en remets en question ce que je dis parce que tu vois, je me suis rendu compte parce qu'en même temps j'utilise ChatGPT, j'étais sur Google en train de faire d'autres recherches alternatives et je me rends compte que je suis en train de partir tout seul dans une connerie, tu vois. Et donc je lui dis mais pourquoi tu m'as pas remis en question, tu vois? Pourquoi tu me dis enfin, on dirait que je m'adresse à un vrai humain, mais je lui dis mais pourquoi tu m'as pas dit que je disais de la merde? Il fait effectivement, nanana, nanana. Et là, raison. tu as raison de dire que tu as tort, tu vois. Genre, Alors, arrête. Le problème, c'est, je pense, juste, désolé, je pense que c'est un problème d'utilisateur de base parce que du coup, ces modèles-là s'entraînent sur de la data humaine. Et le problème, c'est que l'humain de base, il adore les biais de confirmation, tu vois. Il va pas se remettre en question. Il aime bien être confortable dans ses positions. Et puis basta, tu vois. Et je pense aussi une énorme partie du travail de ces entreprises, c'est de mettre, on va dire, des garde-fous idéologiques, tu vois, pour éviter que Ouais. l'IA devienne méca Hitler comme on avait vu sur Twitter, tu vois. Et donc du coup, les modèles deviennent pourris, tu vois, à force d'essayer de mettre des C'est trucs marrant parce qu'à idéologiques. chaque fois que tu enlèves les garde-fous, ça se barre en Hitler. Mais c'est Ouais. sûr que si tu poses à une IA la question genre un musulman, un blanc ou un catho et un juif, tu vas pas du tout avoir les mêmes réponses et c'est hilarant à analyser Ouais. un peu, de comparer les réponses qu'ils te donnent, tu vois. Alors, je me permets d'amorcer un peu d'opposition dans tout ça, dans le sens Vas-y. où effectivement, tu as dit la majorité, en fait, on parle d'iceberg. Toi qui aimes bien la culture Internet, mais là, on est sur l'iceberg. En réalité, Ouais. les LLM que Madame Michu utilise, d'ailleurs, il y a un truc inquiétant, on va peut-être pas parler de ça ce soir, mais c'est que le fait que les jeunes générations, mais aussi les vieux, Madame Michu, etc., ont complètement délégué leur capacité de raisonnement au LLM aujourd'hui. Ils ne réfléchissent plus devant tout LLM. Mais ça, c'est un peu l'outil grand public. Voilà, tu as une fenêtre de chat avec le robot de Sam Altman qui te dit quoi penser. Mais en réalité, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ça, l'IA, c'est un sujet qui est vaste. Tu as les modèles vocaux, tu as les modèles text-to-speech, mais au-delà de ça, tu as les modèles de données, d'analyse, tu as Palantir, Moi, tu as j'allais tous te ces dire, trucs-là. Tu vois. j'allais justement venir à Palantir. Oui, c'est ça. C'est que eux, ils utilisent ça pour balancer un missile préventif, tu vois, sur une personne qui aurait pu potentiellement devenir terroriste, tu vois. Je veux dire. Qui a pensé parce qu'elle a regardé Bruno le Salé juste après le bunker, tu vois. Donc, hop, ça calcule, c'est bon. Tu vois, là, on Ouais, tire. c'est ça, tu vois. Là, c'est. Ben, Ouais, non, mais justement, juste parenthèse, ça a été, enfin, c'est pas de la théorie du complot, c'est vraiment officiel, hein, oui. à Gaza.
ils ont des IA qui analysent les buildings et c'est l'IA qui appuie sur le bouton pour envoyer un missile et tuer des gens ou faire tomber un building. Donc, on n'est pas dans un épisode de Black Mirror, on est déjà là. Hein. C'est les Ouais. IA qui choisissent qui ils vont tuer dans la bande de Gaza, quoi. C'est ça, ouais. Alors, donc cet iceberg-là, tu vois, moi, il y a un truc qui me régale et que j'ai envie de parler avec toi parce que franchement, tu es un des mecs voilà, qui aborde ce type de sujet et qui a des takes intéressantes tout le temps. Euh, Tu vois, il y avait, surtout chez les libertariens et chez les libéraux, tu vois, on a tendance à critiquer la caste étatique, hein, les politiques, tout ça, qui en vérité ont fusionné avec les privés. Hein. Ouais. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de contrôle social à la chinoise. Ah, et ça Ouais. peut peut-être toujours arriver. Hein. Et tu sais, un petit peu un côté. Comment il s'appelle ce film avec Tom Cruise là? Minority Report. Et un côté ticket de rationnement tokenisé sur la blockchain. Tu vois, c'est-à-dire que Mm. on commence à parler de CBDC. Bientôt, tu auras le droit de dépenser à droite et pas à gauche. Ton argent, il disparaît si tu l'as pas dépensé, machin. Est-ce que, au final, il n'y a pas un scénario où les nouveaux maîtres, ce sont Palantir et puis Sam Altman et puis tous ceux qui ont des grandes entreprises d'IA. Et est-ce qu'on va pas finir comme des esclaves, comme les Chinois qui sont en esclavage à faire du streaming tu en as très bien parlé dans une de tes dernières vidéos. Ouais. Et que le fait que en fait, tu vois, tu sois obligé de créer du contenu, tout le monde crée du contenu et est rémunéré pour ça, est-ce que c'est pas ça le revenu universel qu'on a tant anticipé venant de la part des gouvernements alors qu'il viendrait d'ailleurs? Oula, la question est un peu longue et compliquée, mais C'est la Bob, c'est la canette de Bob qui est... ils appellent, je crois qu'il y a un terme maintenant, c'est néo-féodalisme. Ouais. Je crois que c'est un terme qui revient souvent maintenant pour expliquer ça, où en fait tout simplement ce seraient les grosses entreprises de la tech qui seraient en fait la royauté en soi, c'est eux qui dirigeraient le monde, et puis tu aurais le clergé, donc forcément ce seraient les politiciens comme d'habitude, et les serfs, c'est-à-dire l'humain moyen, qui va devoir survivre dans cette économie, tu vois. Et donc oui, tu pourrais dire que de toute façon déjà je trouve en soi que une grosse partie de l'économie est fausse. Il y a beaucoup de jobs qui servent à rien, honnêtement. C'est des garderies, c'est juste pour obliger, enfin, c'est juste pour que les gens en fait aient une putain d'occupation et qu'on leur donne des revenus. Mais la réalité, c'est que beaucoup de jobs ne servent strictement à rien. De toute façon, dès Il y a 3 que. millions de fonctionnaires en France. Hein. Ouais, par exemple, tu vois, genre, même hors fonctionnariat, même dans les entreprises privées, Ouais. tu vois, il y avait eu une grosse trend, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, où c'était le délire des bullshit jobs, où c'était garderie pour adultes. Tu as des gens, ils viennent, ils savent pas exactement ce qu'ils font, ils ont aucune idée de comment définir leur job ni ce qu'ils font dans la journée. Ils jouent au billard, ils ont des Ouais. toboggans, ils ont des distributeurs de bonbons. Et par contre, quand l'économie va mal, c'est les premiers jobs de merde qui sautent. Mais tu te dis déjà comment on est arrivé au point que des entreprises qui sont là pour de la rentabilité se disent j'ai besoin de ce genre de personnes au sein de ma boîte. Tu vois, et quand tu réalises ça et que tu regardes d'un point de vue objectif énormément d'emplois dans le monde, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien, tu vois. Et bien sûr, l'IA va surtout taper sur ces métiers-là. Tous ces mail jobs à la con qui servent strictement à rien peuvent être s'il y a une vraie volonté, peuvent être déjà automatisés avec des IA, tu vois, genre notamment Claude ils ont sorti il y a même pas une semaine là, une sorte de copilot où tu peux quasiment plug toutes tes applis à la con, la Startup Nation, Google Meet, mes couilles, Calendar et tout le bordel, tout se fait automatiquement. Mais ça, déjà, tu as 10% des jobs de la Silicon Valley, des meufs qui ont ces jobs à la con d'habitude, qui peuvent sauter, tu vois. J'ai vu un plugin de Cloudwork qui est sorti hier ou avant-hier pour Excel. Et donc là j'ai dit là, c'est l'hécatombe. Là, parce que même moi, pour avoir travaillé dans les open space et tout, la majorité des gens, ils sont là sur des Excel partagés. Ils effacent des trucs, ils en rajoutent. Voilà. En fait, avec un truc comme ça, tu élimines, allez, pour pas être trop méchant, 30-40% des jobs qui sont dans dans la société Mais du ça va service. aller Tu plus vois. loin que ça. Hein. Non, ça Même les allait bien plus chirurgiens, à partir du moment où tu robotises et que tu mets des IA qui sont hyper précises et qui ont aucune défaillance, ça peut aller loin, hein, très honnêtement. Quand tu vois, Ouais. en fait, ce qui est flippant, c'est quand tu vois
la courbe d'accélération de l'amélioration de ces IA. Enfin, tu vois, quand tu regardes la vidéo de Will Smith il y a 2 ans et que tu regardes les vidéos de génération d'IA d'aujourd'hui, là, on est passé d'un stade où c'était un truc horrible à une production Pixar en 2 ans. Donc, quand tu te dis que c'est exponentiel, tu te dis où on sera dans 5-10 ans. Ouais. Et tu as quand même pas mal de gens dans la Silicon Valley, dont Elon Musk. Alors, il dit peut-être ça parce qu'il a un truc à vendre, mais lui, il est persuadé qu'on va aller sur des revenus universels et que on va se. Il y a beaucoup de gens dans l'économie de demain qui vont être priced out et qui qui pourront plus, en fait, qui seront pas assez intelligents ou qui auront pas assez de skills pour rentrer en compétition avec les IA, quoi. Non, mais ça, bien On va sûr. voir ce que ça donne. Bah, pour moi, je pense que c'est la finalité, tu vois. Genre, soyons honnêtes, il y a beaucoup de jobs que tu pourras pas remplacer. Il y a des trucs manuels que tu pourras pas remplacer. Tu vois, je te parle pas de l'agriculture. L'agriculture peut être 100% automatisée, honnêtement. Mais je te parle des trucs cons, hein, les serruriers, les plombiers. Même les électriciens pour des pannes et des réparages, oui, tu peux construire une maison de A à Z avec un robot, tu vois. J'ai déjà vu des tentatives. Donc, tu pourras arriver à ça au final, tu vois. J'ai même des œuvres d'art. Il y a des statues qui sont faites, des statues de marbre qui sont entièrement faites avec un robot, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir Michelangelo pour te faire, on va dire, une œuvre, tu vois. Même si tu peux débattre sur le fait que c'est pas tu pourras pas l'exposer en musée ni rien, mais au final, d'un point de vue purement matérialisme esthétique, tu as ta statue en Ça marbre. fait le job, ouais. Ça fait le job, ça fait le job, tu vois. Donc oui, il y a pas mal de taf qui vont sauter. Il y aura un revenu universel, ça j'en doute pas, parce qu'ils seront bien obligés de donner de l'argent aux personnes, tu vois. Mais en fait, j'arrête pas. Il y aura plusieurs façons de comment, on va dire, ce problème va se résoudre. Comment ça va se résoudre. Est-ce que ce sera un outil de manipulation totale, c'est-à-dire que du coup, vu que tu as un revenu universel, c'est sous condition à la con. Genre, je te prends un exemple à la con, mais le RSA, maintenant, tu dois aller faire 2 heures de balayage des feuilles Mais bon, dans c'est ta ce qu'ils commune. disent, hein. C'est ce qu'ils Non, mais racontent, hein. tu vois ce que je veux dire, dans le sens Ouais, où tu dois aller faire 2 heures de balayage pour faire semblant que tu fais un truc, et concrètement, cette espèce de revenu universel sera sous condition d'aller balayer 3 feuilles une fois toutes les semaines, tu vois. Genre, je te dis, Et je sais pas, tu vois. tu fais pas plutôt un parallèle avec les créateurs de contenu en Chine, tu sais, qui sont tous dans la rue alignés là, avec leur flash. Ouais, bah, c'est ça, c'est un peu la rat race. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie est tellement pourrie que le seul but est, on va dire, de all-in sur Internet. Et de toute façon, je suis influenceur et je l'ai fait, j'ai all-in sur Internet, tu vois. Mais quand tu as un surplus et que tu n'as pas spécialement vocation ni talent pour ça, et qu'en fait, ça devient. C'est pas un pas le choix parce que tu sais pas quoi faire, c'est parce qu'un pas le choix économique parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, en Chine, là, la situation est que il y a rien d'autre à faire, tu vois. Et on arrive sur des économies où il y a rien d'autre à faire aussi. Alors, justement, réponds-nous, est-ce que tu penses que 2026, pour les Occidentaux, là, les Européens, les Américains, c'est la dernière année pour faire du fric ou se fabriquer une indépendance financière avant que ce soit plus possible? Alors, les Américains, ils aiment bien rajouter et dire before AGI, Ouais, non. voilà. Moi, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Je pense qu'on a facile 10 ans. Franchement, honnêtement, avoir Ah une adoption qui vraiment encule toute l'économie. Et de toute façon, il y aura toujours des façons de tirer son épingle du jeu. Ouais. Même dans une économie 100% IA, il y aura une façon de tirer, on va dire, des choses, parce que forcément, tu prends en compte que les gens vont devenir de plus en plus stupides, vont être incapables de faire quelque chose. Genre un truc con, hein. Avant, tout le monde était capable de bricoler. Tu vois, la génération de nos parents, etc. Tout le monde savait changer un chauffe-eau, réparer sa bagnole, sa Renault 5, etc. Et maintenant, t'es là, les mecs savent même pas changer une roue. Tu vois, donc il y aura toujours, on va dire, des conséquences et un moyen de s'infiltrer dans l'économie et de trouver quelque chose, tu vois. Je pensais à une idée de business qui pourrait être IA-proof, tu vois, où tu es sûr que quoi qu'il arrive, ça marcherait. T'achètes un bon lopin de terre dans un endroit stylé, tu crées des petits bungalows et tout, et tu fais des retraites de détox aux réseaux sociaux et à Internet. Oui, C'est-à-dire voilà. que tu proposes une semaine où tu dis aux gens, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos téléphones. Bah, Et tu les connecter, faire du bricolage, des trucs comme ça. Et tu vas ramener des mecs de la Silicon Valley
et tu leur fais payer 5000 balles par semaine pour justement qu'ils puissent ne pas être exposés à Internet pendant une semaine et à reconnecter avec l'être humain. Tu sais, tu, Hmm. tu, tu packages ça un peu à chamanisme, tu vois, yoga ou des trucs à la con, et là, tu es sûr que tu n'as aucun problème. Mais je, Tu vas, je tu vas vais être en parler. compétition. Tu vas être en compétition avec ceux qui te proposent les mêmes expériences, mais dans un casque VR. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais d'un côté, tu vois, si on peut faire peut-être un parallèle. Bon, il est peut-être un peu, comment dire, avec les Grecs. Les Grecs ne voyaient pas vraiment le travail comme une vertu. Et en fait, tu possédais des esclaves justement pour pouvoir vivre une vie d'artiste. Tu vas faire de la sculpture, tu vas faire de la peinture, tu fais des conneries à côté, mais tu travailles pas en fait. Genre travailler, t'étais vu comme le bas de l'échelle de la société, tu vois. Et concrètement, l'IA pourrait permettre ce genre de, entre guillemets, société où les gens, en fait, on va dire, partiraient sur, on va dire, des occupations un peu plus artistiques ou faire des choses qui n'ont pas rapport avec le travail, donc peut-être que l'économie se situerait plus là-dedans, tu vois, genre, on pourrait dire des Mais garderies pour adultes, c'est-à-dire comment occuper les mecs qui font rien, tu vois, tout simplement. ça, c'est beau sur le papier, mais dans la réalité, ce que j'ai l'impression, hein, et tu Mm. vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'on est vraiment à un tournant anthropologique. Ouais, ça va Ouais. être un peu long mon développement, hein, désolé, mais Ouais. tu vois la technologie, de toute façon, depuis le début, là, depuis qu'on grogne et qu'on tape des silex, ça a été externaliser des fonctionnalités biologiques. Là, ça a Mm. commencé avec le feu, et en fait, on fait cuire des aliments pour pas avoir les digérer. Puis après, on a eu des GPS, et puis on savait plus où on va sur la route s'il n'y a pas de GPS. Tu Ouais. vois. Donc là, il y a quand même un risque qui est pas négligeable, c'est le fait de perdre des capacités de raisonnement. Et, et en même temps, ça ouvre sur autre chose, c'est qu'on ne devient plus des êtres qui raisonnent par eux-mêmes, mais des êtres qui raisonnent collectivement, parce qu'on alimente une machine qui va tous nous feed la même opinion. Mm. Donc on devient une espèce collective. Et là, moi, je nous vois un tournant anthropologique, c'est-à-dire que tu as Harari et le World Economic Forum qui proposent de faire une ruche, tu vois, qu'on devienne une espèce globale dont ils sont la reine de la ruche et dont Mm. ils choisissent les sujets bons ou à éliminer. Tu as les mauvaises pensées, bah, tu perds du crédit social, tu peux pas te reproduire. Donc, quelque part, on élimine les mauvais sujets, on fait de l'eugénisme. Et de Mm. l'autre côté, tu as Bitcoin. Ouais, je sais que ça fait beaucoup, mais de l'autre côté, tu as Bitcoin qui propose une monnaie non falsifiable et qui, en fait, à partir du moment où tu es utile aux autres, bah, tu vas pouvoir gagner ta vie dans cette monnaie non falsifiable qui peut pas être créée ex nihilo. Et grosso modo, c'est deux projets de civilisation qui s'opposent. D'un côté, tu deviens un drone dans une ruche remplaçable et une espèce, voilà, on va dire, collective, avec une sélection de la part des néo-féodaux, là, dont tu as parlé. Mm. De l'autre côté, c'est plutôt la sélection naturelle qui est au centre, avec l'utilité aux autres comme pilier fondateur, mais aussi bah, ceux qui sont inutiles et qui clament et l'individu et sa souveraineté et sa responsabilité au centre. Donc moi, c'est mon impression. Je pense qu'on est à ce tournant-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses qu'il y a le plus de chances de gagner si tu es d'accord? Bon, bah, est-ce qu'il y a plus de chances de gagner? Il n'y a pas de débat, c'est le collectivisme et l'IA. La majorité des gens sont des demi-habiles ou des débiles. Parce que le courant du libertarisme, où on va dire, où chacun a une responsabilité individuelle, comme tu prônes, et comme j'aimerais aussi que ça fonctionne. Hein. Comme il y a un troll, tu vois, le même, il y a deux loups au fond de moi, tu vois. Il y a le libertarien, tu vois, qui aimerait que la société, en fait, tout le monde soit assez mature et intelligent pour, on va dire, fonctionner, tu vois. Mais la réalité, bon, c'est déplorable, mais c'est que les gens sont débiles, tu vois. Genre, tu peux rien. People are retarded. Non, mais c'est ça, ouais, c'est le même du chat ou je sais pas quoi, là, du muslim, là. Mais c'est la réalité et tu peux rien y faire. Et donc, forcément, c'est le collectivisme qui va gagner. Tu peux rien y faire. Ils peuvent pas vivre. En fait, je te dis pas qu'on est capable de vivre en dehors de la société, mais euh, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce collectivisme et de vivre en Ouais. société, tout Mais, simplement. Tu vois, genre, c'est le fermier versus le chasseur-cueilleur, tout ouais, simplement, là, tu vois. alors, premièrement, merci à Raph qui spamme les dons en euros via YouTube. Franchement, merci. Après, si jamais tu peux t'éduquer à Bitcoin et le faire via le QR code qu'on a, l'avantage, c'est que YouTube ne prend pas sa part. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Mm. En tout cas, on est super open pour t'expliquer comment ça marche et on a une communauté pour ça. Ce que tu dis, je l'entends, mais dans tous les cas, l'issue reste la même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir et qui vont être éliminés de la société.
quelque part. Dans un des deux cas, c'est Harari et le WEF qui choisit qui est conforme et qui a le droit de se reproduire et de se nourrir. Mm. Et dans l'autre, en fait, c'est ta capacité à être utile et à être, Ouais. en fait, à être dans la continuité de la nature, de ce qui a toujours été, quoi. Donc, Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, tu auras toujours, on va dire, des gens, entre guillemets, en dehors du système et qui arrivent à jouer avec les règles et à faire l'anguille, tu vois. Mais la majorité des êtres humains ont besoin de ce collectivisme, tu vois, ils peuvent pas s'en passer. Ça, Ouais. c'est indéniable, tu vois. Je veux dire, C'est sûr. démocratiquement, je crois que c'était une phrase de Céline, je vais pas voter parce que c'est toujours les idiots qui gagnent, tu vois. Parce que la majorité des gens sont des idiots. Enfin, je sais plus exactement ce que c'est la phrase entière, mais la take en général, mais voilà, c'était ça, c'est que concrètement, démocratiquement, tu es obligé d'avoir, tu vas avoir les meufs qui vont voter pour Macron parce qu'il est beau, tu vas avoir les boomers qui vont voter Macron parce qu'ils ont vu que c'était un génie, ouais, c'est ça, ils ont vu que c'était un génie de l'économie, tu vois, enfin bref, tu peux D'ailleurs, pas, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec Macron cette semaine, le coup ouais, des lunettes, qui est un coup génial? Parce que incroyable, alors, hein. c'est partout, du génie, moi, c'est du génie. j'ai j'ai pris le téléphone de ma meuf ce midi, là, j'ai For regardé son sure. fil For sure. TikTok. Elle a jamais de trucs politiques. Et là, mec, c'était que du for sure, for sure. Bah, J'ai vu des DJ dans Il a des pris boîtes une de cote. nuit qui et faisaient, il a pris une qui cote faisaient de des ouf. remixes là-dessus. il a pris les codes D'après de toi, tu ouf. penses que c'est un truc qui a été ingénierisé? Ils se sont dit, OK, on va rendre Macron cool, ou c'est juste un truc qui est arrivé comme ça, genre, ouais, c'est bien, ça ressemble à Top Gun. Bah, en fait, non, je pense que ça s'est fait purement naturellement. De toute façon, tu peux pas vraiment faire de l'ingénierie sur du mème. Tous les gens qui ont essayé de forcer de faire des mèmes sur Internet, ça a jamais marché, tu vois, genre les forceurs de mèmes. Mais après, bien sûr que toutes les équipes de com se sont jetées dessus en mode, oh putain, il y a C'est quelque chose qui génial, hein. fonctionne, vas-y go, tu vois. Et ça a très très bien fonctionné. Et C'est fou parce que voilà, quoi, moi, tu vois. personnellement, dans mon cerveau de singe, tu sais, mon cerveau reptilien, Mhm. c'est la première fois que j'ai ressenti de la sympathie pour Macron. C'est un truc de ouf, Mais mec. ouais, les En gars, voyant ce vous truc-là, fumez tu la sais, moquette. Vous fumez inconsciemment, la moquette, ça. je me suis fait avoir à mon Mhm. propre jeu. Je me suis dit: «Je suis en train de le voir comme un mec cool». For Son sure. côté, il parle anglais, il a un petit accent Ouais. français, il a ses lunettes à la Top Gun, et tu sais, je me suis repris, je me suis mis une baffe, Non, tu sais, je mais me suis dit: ça, «Mais arrête ça, tout», et Non, mais ça les gars, vous fonctionne. fumez la moquette. Ça a été ingénierisé de 100%, mec. Mais Moi, je pas Il est en pense aussi, train. hein. moi, je pense pas. Moi, honnêtement, je pense pas. Après, ça veut pas dire que For potentiellement oui, tu sure. vois? For sure, tu vois? Mais bon, là, franchement, en termes d'image, tu vois, genre, autant je l'aime pas, c'est son gouvernement qui a fait que j'ai été censuré sur, YouTube. L'un des premiers censurés sur YouTube, sur le juridique du gouvernement, c'est moi. Je te dis pas censuré en général, hein, je veux dire, il y a des, pionniers avant moi, sur d'autres gouvernements comme Dieudonné ou quoi, tu vois? Genre, je suis pas non plus, une superstar, tu vois? Mais donc du coup même c'est le gouvernement Macron qui m'a fermé les comptes bancaires, mais je peux pas, tu vois, genre quand il y a ce genre de cas, vas-y, je peux pas juste cracher dessus. Vas-y, il a bien joué son coup, ça a très bien marché, on a une bonne image à la France. Et putain, ça pourrait être un sujet à part, mais ça partirait complètement en couille, tu vois. Mais ça a quand même foutu pas mal dans la sauce, pour moi, l'administration Trump, tu vois. Ça a donné un espèce d'élan aux technocrates européens. De En fait, ouf. pour venu nulle Pour part, être, tu vois. pour être honnête, Macron a réussi son coup, c'est-à-dire qu'il est paru super cool, c'est devenu Ouais. un mème, image positive. Et alors qu'avant, Trump se foutait de sa gueule en disant Emmanuel, machin, et que ça marchait et que tout le monde se foutait d'Emmanuel, là pour le coup, les gens, vu qu'ils ont pris Macron en sympathie, eh C'est ben, ils ça. sont un peu en mode ouais, tu vois, c'est bon, Trump il abuse avec ses trucs et tout. Il y a eu un Je pense revirement Il y a eu psychologique. un très revirement, ouais, c'est ça. honnêtement quand même que Trump, malgré le petit capital sympathie qu'on a tous pour lui parce qu'il nous fait marrer et Mmh. qu'il a une communication qui correspond peut-être plus à des gars comme nous, Ouais. j'ai l'impression que là, il a atteint le stade où il dit tellement tout et son inverse Mmh. que, en fait, je pense que même les gens qui sont à droite et qui le trouvaient un peu cool parce que voilà, il avait une communication qui nous parlait, je pense qu'il y a un peu une espèce de fatigue où on est en mode bon. Ah, il est too much, il va trop loin, il fait un C'est peu, la Trump fatigue. ouais, Ouais, c'est la Trump c'est fatigue, tu vois? non, mais Alors après, tu as le truc que, bah, voilà, on sait qu'il travaille pour, les gens qui, voilà, Mossad, ouais, Jeffrey Epstein, machin et tout ça, on a tous compris ces trucs-là. mais même les Mais, Américains même au ont niveau de la com, je pense que j'ai l'impression qu'on est un petit peu fatigué les de son personnage, For quoi. même sure.
For sure. Mais même les Américains sont fatigués en soi parce que tu vois plein de mèmes apparaître en ce moment où tu vois Trump, tu sais, genre toutes les photos où il est un peu vénère, tu sais, en mode vas-y, je vais faire des trucs, et il y a marqué I will do fucking nothing, tu vois, genre je vais rien faire. Et en fait, les gens en ont marre du blabla et qu'il n'y a rien qui se passe, Ouais. tu vois. Parce que oui, il y a ICE, ça part en couille, il y a plein de choses, mais au final, ça change strictement rien à l'immigration. La frontière est bloquée, mais je veux dire, il a déporté moins de personnes que Obama, tu vois. Ouais, Donc, si tu veux, les mecs sont là. Puis, tu sais, lui, il s'embarrasse pas des incohérences. En fait, tu Oui, sais, il dit je suis le président de la paix, puis il bombarde tout le monde, il envahit les gens, et puis bah, il en fait il en fait un show à l'hollywoodienne, tu vois. c'est ça. Et derrière, si tu veux, ils ont un et discours de attendez. force avec Ouais, l'Europe. Ouais, juste, je finis. Ils ont un non, discours de vas-y, force vas-y. avec l'Europe, mais au final, autant on est tous d'accord ici, tout le monde déteste l'Union européenne. Je pense qu'il n'y a pas un mec dans le chat qui est en mode oh, trop bien, j'adore les régulateurs de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, au final, tient quand même en laisse pas mal. L'économie américaine est Ouais. capable de leur casser les couilles. En fait, le pouvoir de nuisance de l'Union européenne n'est pas à sous-estimer. Je rappelle qu'ils ont été capables d'attraper par le col des entreprises comme Google et de leur dire maintenant, bande de fils de pute, vous allez faire valider les cookies à tout le monde. Chez- Tu chez- vois, je veux dire, il y a un pouvoir de Ouais, je vais dans nuisance. ton sens. Je vais dans ton dans quel sens. sens, dans quel sens il est utilisé ce pouvoir-là? Je te dis pas que D'accord. je te dis pas Ouais, que ouais. c'est bien, que je suis content. Ouais, vive l'Union européenne. Je te dis juste que Bah, l'administratif de l'Union européenne a un pouvoir de nuisance phénoménal, tu vois. d'a- Et c'est pour ça que Elon Musk rage tous les jours sur Twitter. d'après Charles de Repère qui était passé sur la chaîne, tous ces mecs-là, les hyper regulators, les mecs qui rêvent du contrôle social à la chinoise sont payés par la Chine en sous-main. Et du Ouais. coup, c'est pour ça que leur pouvoir de nuisance n'est peut-être pas utilisé au profit des Européens, tu vois, mais à leur propre profit. Mais ceci dit, je confirme ce que tu dis dans le livre d'Olivier Roland qui est passé sur l'émission aussi. Il raconte comment les bureaucrates ont réussi à faire plier Google et genre sans aucune justification juridique, Ouais. a réussi à leur sortir des millions d'euros alors qu'il n'y avait pas de règles. Enfin, ils arrivent quand même de temps en temps à racketter les gens, de ça les prendre par la nuque et à leur dire mais en fait tu vas payer sinon tu n'as plus accès au marché européen. Tu sais. Bah, tu vois, par exemple, tu as aussi un mec dans le chat, tu vois, j'ai oublié cet exemple, mais ils ont forcé Apple à adopter l'USB-C. Tu vois, genre, je suis d'accord, il y a aussi un mec dans le chat, il disait oui, l'UE c'est des larbins des US. Oui, à sa création, Yes. mais je te dis, il y a forcément des États qui sont, on va dire, les plus des États-Unis, notamment pour l'armement, et c'est pour ça qu'on est toujours les surrender joke en France, parce qu'on est les seuls pays européens à avoir une industrie militaire. Tu vois, genre, je suis désolé, les autres pays européens, s'ils passent pas leur temps à sucer les Américains, à acheter de l'armement, ils sont morts, tu vois, ils n'ont pas d'armée, il n'y a rien, ils n'ont pas de matériel. Et donc, oui, j'entends qu'il y ait ce discours Ouais, des Américains qui ont le pouvoir sur l'Union européenne, mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi l'Union européenne a un pouvoir de nuisance administratif. Tu ouais, ouais. Mais Alors, non, mais de toute façon, tu vois, globalement, ça, on l'a vois. Ouais. compris que l'Union européenne, globalement, c'est le projet qui est vendu aux golems, c'est de leur dire oui, ça nous permet d'être un bloc et d'être plus puissant par rapport aux États-Unis. On a tous compris que quand tu vois les décisions qu'ils prennent, globalement, ça va quand même dans le sens des États-Unis, mais ils Oui, peuvent quand toujours, même ouais. avoir des petits moments où ils cassent les couilles. Ça, c'est vrai, je suis 100% d'accord avec toi. pas que, hein, pas que. Moi, Charles m'a ouvert les yeux sur des points, tu vois. Typiquement, là, il parle de l'USB-C. C'est quoi l'intérêt, tu vois? Je me dis, il y a peut-être un industriel chinois ou le gouvernement chinois qui allait faire du lobbying pour que l'UE impose ça aux États-Unis afin que la partie ingénierie du Connecting Lightning qui est à San Francisco ne ramasse pas de fric, tu vois. En Ouais. fait, l'UE, C'est des jeux de à la pouvoir, base, à la base, le projet qui est vendu, c'est on va faire la puissance de l'équilibre entre les deux blocs, je sais pas quoi, mais en fait, c'est plutôt que les gouvernants se vendent au plus offrant entre les deux blocs, tu vois. Donc, il y a un truc un peu fou. Ouais, mais ça a toujours été le cas politiquement, tu vois. Mais après, tu vois, genre, on peut débattre pendant des heures. Tu vois, je vois dans le chat ce fameux Ouais, ouais, François, là. Oui, je suis totalement d'accord qu'on est la je suis d'accord. plus ou moins des États-Unis. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'autres entités mondiales qui ont un intérêt à changer, comment dire, la position des dirigeants européens. Parce que c'est des putes, ils sont achetables. Donc, dans tous les cas, tu vas avoir de temps en temps des intérêts chinois, de temps en temps des intérêts Ouais. américains, et de temps en temps des intérêts israéliens, et de temps en temps même des intérêts africains, tu vois. Je veux dire, En fait, Je c'est vais- ça, c'est que les gens, souvent sur Internet, ils n'ont pas de nuances.
C'est-à-dire que ils sont manichéens à 100%. Ils veulent te dire, ils veulent que tu sois dans l'absolutisme. Genre, l'UE travaille pour les États-Unis. Donc, 100% de l'UE travaille pour les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas comprendre la nuance. Par exemple, nous, des fois, il y a des gens qui disent qu'on est nazi. Après, il y a des gens qui vont dire qu'on est antisémite. Enfin, tu vois, ils vont dire ah ouais, il a fait un post où il soutient où il est un peu critique envers Israël, donc c'est forcément un gauchiste. Ils aiment bien se créer des carcans et ils aiment bien te mettre dedans et ils comprennent pas la nuance. Et ça, c'est ouf. Ouais, je veux dire, je critique un peu Israël, du coup, je suis pro-palestinien. Je peux pas juste pas aimer les deux, peut-être. C'est forcément un top. Il y a un truc, la bonne vision pour moi sur l'UE, c'est-à-dire que l'UE a été créée notamment avec le concours des États-Unis pour enlever la souveraineté aux pays européens et créer une caste de dirigeants européens non élus, tout ce qui est on les lit pas, qui eux sont achetables. En fait, on conserve le truc parce qu'ils ont un intérêt direct, ils sont achetables par tout le monde. Tu vois, il y a les Chinois qui viennent faire un peu de lobbying, il y a les voilà. Et en fait, on se fait baiser par ça, quoi. C'est de l'arbitrage, tu vois, entre pays, en mode oh vas-y, ils font une guéguerre de qui va lancer le plus de billets au tu vois, genre concrètement. C'est un peu ça. Ouais, sauf que ça finit en partout homosexuels à Bruxelles. Exactement. Ouais. Bon, écoute, on a fait un bel entretien. Je pense que on va pas te retenir trop longtemps, mais on a une dernière section qui est très courte. Je te laisse la présenter, GG. Je vais mettre le jingle. Le questionnaire PLS. Alors Bruno, le questionnaire PLS, je vais te poser des petites questions en rafale. Tu peux y répondre par oui ou par non. Tu peux passer ou tu peux élaborer un petit peu. Okay. Si tu devais partir d'Andorre, tu irais où? Je dirais États-Unis. Tu regardes quoi sur YouTube? Et franchement, je consomme plus beaucoup de YouTube depuis quelques temps, depuis plusieurs années. Je consomme juste de la musique maintenant, en fait, honnêtement. Comme un vieux boomer, j'utilise pas Spotify, j'utilise encore YouTube. Pour quelle raison, d'après toi, le Building 7, qui était la 3e tour qui est tombée le 11 septembre, s'est-elle effondrée? Ça doit être les vibrations, je pense. Quel est le meilleur canal pour se documenter sur des théories alternatives dites du complot, 4chan, jeuxvideo.com, Odyssée? Est-ce que tu as des petits trucs et astuces pour aller diguer Internet? Twitter. Genre honnêtement Twitter. Ouais. Twitter, suivre les bons comptes. Honnêtement, toujours... 4chan, je veux juste développer un peu là-dessus. Quand 4chan s'était fait doxer à mort, il y avait une fuite de données de 4chan. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois. Oui. Et au final, ils se sont rendus compte que genre 70% des comptes étaient à Tel Aviv, Tel Aviv, Inde, et donc en fait c'est que du botting, tu vois. Donc en vrai, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment un avis alternatif en allant sur ces trucs, ou est-ce que j'ai juste du botting avec une entité qui essaie de me faire avaler quelque chose, quoi, concrètement. Ouais. Surtout Twitter, c'est depuis l'arrivée de Musk là, depuis 2 ans et demi. C'est vrai que le contenu entre guillemets alternatif se propage bien sur cette plateforme, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu penses du retour de la tectonique? Il faut le laisser là où c'est-à-dire sur l'armoire pleine de poussière, voire même dans le cercueil. C'est au patrimoine français, ça. Ouais, bon, c'est bon, les Converse avec des lacets fluo et tout, faut arrêter. Si tu devais donner un conseil à un mec qui se lance sur YouTube en 2026, tu lui dirais d'aller sur quelle niche? Ça dépend de la personne. Le seul truc que je peux te dire, c'est sur le long terme, il faut choisir quelque chose qui te plaît, parce que sinon tu vas te griller et tu vas faire un truc qui te plaît pas, et forcément ça va se ressentir, donc du coup tu vas pas être régulier et tu vas moins produire, ça va être moins qualitatif, et donc du coup tu vas moins toucher de revenus. Tu dois juste trouver quelque chose qui te plaît, qui te passionne, et double, triple down, quadruple down dessus jusqu'à ce que ça fonctionne. Et tu peux monétiser même avec 1000 vues. Il n'y a pas de problème, tu peux créer des choses même avec 1000 vues. Je suis désolé, c'est sûr, les personnes à qui il y a 1000 vues de mecs qui sont des banquiers d'investisseurs américains de Manhattan, tu feras plus d'oseille que si tu as 500 000 ouais, c'est vrai, clairement. Je suis désolé, je rebondis juste là-dessus parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des mecs dans les commentaires qui répètent, tu vois, mais comment on fait? Faut vendre son cul, faut faire des trucs qui te plaisent pas et tout. Mais en fait, Bruno a tout dit, c'est tout le contraire. Les gens ont cet a priori que pour faire de l'argent sur Internet, il faut faire un truc qui te plaît pas ou qui est pas éthique. En réalité, bien au contraire, faut être aligné, sinon tu n'es pas régulier, tu performes pas. Quand tu es ton propre patron,
Euh, qu'il y a que c'est un débat avec toi-même de est-ce que je vais bosser aujourd'hui ou pas. Et donc, si ça te plaît pas, tu vas jamais bosser. Je veux dire, si tu n'arrives pas à trouver quelque chose, un but là-dedans, bah, tu vas jamais aller très loin, quoi. Ça, c'est sûr, il n'y a même pas de débat, tu vois. Pour moi, bien sûr, tu dois après faire des concessions dans ce qui te plaît. Il y a des formats, par exemple, moi, maintenant, le montage vidéo, sauf des cas très spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a du gros montage, j'aime bien le faire moi-même, mais je veux dire, l'habillage global de la vidéo, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, je le délègue. Et c'est pour ça que, comme je dis, au début, tu dois faire des concessions. Il y a forcément des choses qui te plaisent moins dans tout ce que tu fais, mais il n'y a pas le choix, il est obligé de passer par là, tu vois. Mais faire entièrement quelque chose qui te plaît pas, c'est impossible, c'est irréalisable. Tu n'y arriveras pas. Bah oui, si t'es pas passionné par ce que tu fais, Non, tu passes pas un an à poster une vidéo par non. semaine en faisant Aucune. 100 vues, quoi. Aucune chance. Aucune chance. Puis Aucune chance. la passion en général te donne une énergie et une persévérance assez exceptionnelle, quoi. C'est ça, voilà. Question d'après, si tu devais partir 2 semaines en vacances au bord de la plage avec un homme ou une femme politique française en activité, ce serait qui? Marlène Schiappa. C'était une question d'un compte fan géré par le gouvernement qu'ils avaient posé, c'est ça qui me tue, j'avais fait une vidéo dessus. Si je devais partir avec quelqu'un, là, Ok. évidemment, à la plage, Sydney Sweeney. Hein. Non, mais c'est pas une homme politique. Ouais, un femme politique. Je troll. Non, je partirais avec Macron, j'ai plein de questions à lui poser, tu vois. For sure. Tu mettrais tes lunettes Top Gun. Ouais, c'est ça, je mettrais mes Top Gun. Non, parce qu'en vrai, je pense que. Enfin, il a quand même été au pouvoir pendant 8 ans, là. Même si je l'apprécie pas, je porte pas haut dans mon cœur. Mine de rien, je pense qu'il sait beaucoup de choses, on va dire, dans l'envers du décor. Peut-être pas il me répondrait, tu vois, mais partant du principe qu'il répondrait à toutes les questions, je pense qu'actuellement, son point de vue m'intéresserait, du moins, tu vois. Fais gaffe parce que si on part du principe que Brigitte Macron est un homme, Ah ouais, mais ça. ok, quoi. Ouais, mais après, il me faudrait 40 ans de plus pour peut-être que je l'intéresse, tu vois. Ah, c'est vrai, tu l'intéresses pas. Et alors, on a un petit jeu où chaque semaine, on demande à notre invité de poser une question pour le mec de la semaine d'après en sachant qu'il ne sait pas qui il est. Et la semaine dernière, on avait Lucien qui est entrepreneur dans l'IA et qui habite au Maroc. Et il nous pose cette question qui est intéressante. Je pense qu'on peut élaborer un petit peu dessus. Combien de temps avant que l'IA intègre l'être humain? Et en disant ça, il parlait plus ou moins de Neuralink, des puces, et un petit peu du truc où à partir de... Est-ce Ouais, je Ouais, vois. d'après toi, combien de temps ça va prendre pour que l'IA vraiment soit intégrée en nous, quoi? Moi, je pense d'ici 10-20 ans. Bon, franchement, la fenêtre, pour moi, elle est assez courte. Ce sera limité au début. Comme beaucoup de choses, ils vont le présenter, et d'ailleurs, même moi, entre guillemets, là, je pourrais voir un intérêt. C'est d'abord, ils vont présenter ça comme de la santé, de la sécurité. Tu vas pouvoir voir des biométriques à À l'avance, en temps Neuralink, c'est ce réel. qu'ils font, hein. Ouais, voilà, tu vois. Et concrètement, moi, actuellement, par exemple, je te dis un truc con. Je dis pas que je le ferai parce que j'aime pas du tout, tu vois, j'aime pas le concept, tu vois, et je trouve que c'est horrible. Mais typiquement, moi, avec mes problèmes de thyroïde où j'ai des changements hormonaux où le traitement doit être ultra précis, eh ben, ça a du sens, tu vois, en soi. Pour des mecs qui ont des problèmes de santé hormonaux, d'avoir un truc qui regarde 24 heures sur 24 et tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont infiltrer le marché et rendre ça normal. C'est-à-dire, au début, ça va être par de la santé et de la sécurité, du coup, parce que forcément, la santé, qu'est-ce que c'est? C'est la peur, la sécurité, j'ai peur de mourir, donc voilà, je me puce, tu vois. Donc, le marché sera infiltré comme ça. Après, quand, je sais pas l'évolution de la tech, tu vois, mais ce sera 10-20 ans, quoi, je pense au moins. Ah ouais, Minimum, c'est hein. fou. Alors moi, très honnêtement, j'ai une vision beaucoup plus rapide, hein. Si tu regardes, rien que l'évolution des smartphones, Ouais. entre le moment où tu as le premier iPhone qui est sorti et que, bon, allez, on va dire entre 2004-2005 et le moment où tout le monde avait un iPhone, donc 2014-2015, il s'est passé 6-7 ans, 8 ans, 9 ans max. Je pense que l'IA, les puces, on va y arriver dans moins de 5 ans, d'après moi. Ouais, peut-être. Franchement, après, c'est un peu balancer des chiffres au pif, honnêtement. Je n'ai Ouais, pas c'est vraiment ça. d'a priori. Ouais. Comment ils vont infiltrer ça, je sais, comme je l'ai dit, ce sera par la santé. Ça, il n'y a pas de débat pour moi, ce sera vendu comme une sécurité. Mais après, quand, ça, je sais pas. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as un point de non-retour, à partir du moment où tu as 2-3% de la population mondiale qui est pucée,
c'est endgame. Parce qu'en Oui. fait, ces 2-3%, eux, ils vont être beaucoup plus compétitifs sur la place de marché. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils seront super intelligents. Donc, concrètement, ils auront des capacités de raisonnement que nous, on n'a pas. Ils pourront être beaucoup plus efficaces et rapporter beaucoup plus dans des entreprises. Donc, forcément, il va commencer à y avoir de la discrimination positive pour les gens qui sont pucés. Donc, il va y avoir de plus en plus d'incentives pour se pucer. Donc, je pense qu'à partir du moment où on atteint un seuil, je ne sais pas lequel c'est, peut-être 1% de la population ou 0,5% de la population, après, ça va être un effet papillon où, en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux être un gars qui est compétitif, par exemple, au début, ça va être à la Silicon Valley, tu vois. Tous les gros cadres de la Silicon Valley, ils vont être pucés. Donc, du coup, tous les mecs dans la Silicon Valley, ils vont commencer à se pucer. Après, ça va se propager. Mm. Et je pense qu'à un moment donné, t'auras plus vraiment le choix, quoi. Moi, je pense, de toute façon, c'est toujours à un moment, quand ils vont infiltrer assez de personnes, ce sera bon, quoi, tu vois. Par contre, je suis désolé, j'ai tellement envie de pisser, je vais me pisser dessus, je vais vite fait au chiottes, je vous laisse juste truc, et après on fait la conclusion. Vas-y, comme ça, on Désolé, continue. parce que là, je vais crever. Non, mais là, ça fait déjà presque 3 heures en plus. Hein. Ouais. T'en penses quoi de Et toute la science? Moi, je pense que c'est déjà, moi, je pense qu'on y est déjà. En fait, la question de l'intégration de la technologie, allez, pas pour dire l'IA, mais la technologie à l'humain, on la visualise systématiquement comme étant interne à la peau, mais en réalité, on est déjà intégré à la machine, dans le sens où le fait qu'on ait un smartphone qui enregistre le moindre de nos paroles, de nos déplacements par triangulation ISIM ou autre, etc., on est déjà intégré à ça et on est déjà par l'être humain et les données qui y sont liées sont déjà intégrées à l'espèce collective qu'on est devenu. Donc pour moi, c'est juste voilà, le jour où ça arrivera sous la peau, on sera content, mais ça fait déjà bien un petit moment qu'on est intégré, quoi. Il y a Eric Théory qui dit: Je pense que les puces ne permettront pas d'augmenter les capacités cognitives. Rien ne le montre, seulement. Nanana. Je sais pas. En tout cas, Elon Musk, lui, il veut vendre sa puce Neuralink, mais il t'a expliqué qu'en gros, si tu es pucé et que tu joues à un jeu vidéo, tu vas forcément devenir top 3 des meilleurs joueurs du monde dans ce jeu vidéo. Parce qu'en fait, tu as une capacité de. Enfin, tu vois, tu réponds plus rapidement entre les connexions entre ton cerveau et ton truc. Tu as une capacité d'analyse qui est différente. Donc, je me dis, alors c'est peut-être survendu, hein, mais d'après moi, je pense qu'on peut atteindre le stade où ça vraiment augmente tes capacités. Peut-être pas comme dans Limitless, mais je pense que même, t'imagines, genre, si comme quand tu es en train de parler devant des gens, tu peux, en même temps que tu parles, visionner mentalement des trucs pour avoir des refs. C'est-à-dire que quand tu parles d'un livre, tu vas avoir la date et tu vas pouvoir dire la date. Tu vas Sa gueule, pouvoir- putain. Bonjour. En fait, forcément, tu vas être beaucoup plus pertinent que le mec qui n'a pas accès à ça, tu vois. Du Rebonsoir. coup, Bruno, pour terminer, Ouais. est-ce que tu peux te prêter au jeu et poser une question? Tu as carte blanche, ça peut être loufoque, ça peut être ce que tu veux, pour l'invité de la semaine d'après, en sachant que tu ne sais pas encore qui il est. Ok, donc je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Exactement. Nous non plus. Non, je rigole. D'abord, j'imagine que non. Putain, j'ai pas de trucs qui me viennent comme ça. Mais là. mets-toi pas la pression, hein, souvent c'est des trucs Ça à la peut être con. loufoque. Ouais, je ça- sais, c'est un truc à la con. J'avais vu celle de Valais qui était complètement stupide. Du coup, en restant dans le thème, est-ce que tu prendrais la puce pour augmenter on va dire, tes compétences intellectuelles ou tu resterais normal? Ok, ouais, super, trop bien, j'adore. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. De toute façon, on aurait pu parler des heures, mais voilà, notre temps est limité, le tien aussi. Mm. J'apprécie particulièrement que tu sois venu chez nous. J'invite tout Non, le monde c'était à cool, vous. hein. Ouais, bon, c'est régalé, mec. De J'invite ouf. tout le monde à s'abonner à la chaîne de Bruno. Il a dit qu'il sortait une vidéo demain, donc t'as pas trop la pression. C'est bon, on sera à temps. Moi, non, c'est bon, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Hein. Ok. Moi, après, de toute façon, je suis jamais régulier. Alors, quand je dans le date, il faut rajouter 2 jours généralement. Non, voilà. Fouette ton monteur du VK Studio s'il est à la bourre. Ouais, c'est pas vraiment la faute du monteur là, c'est plus moi là. Je dois tourner justement la pub. J'ai encore 2-3 trucs à placer. Ça, c'est plus de ma faute de mon côté, tu vois. C'est pas le monteur. Et puis voilà, si vous nous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On sort des vidéos chaque semaine avec des invités différents. On a également une chaîne Telegram avec un groupe et une communauté. On s'apprête à vous sortir bientôt des surprises. J'ai pas envie de vous spoiler. Et l'invité de la semaine prochaine, pour le petit indice, c'est quelqu'un qui travaille dans la sécurité.
en général, y compris physique, sujet d'actu avec toutes les carabistouilles qui se passent en ce moment en France. Oui, ça c'est vrai. Pour le coup, Voilà, que ce soit crypto ou fuite de données, c'est n'importe c'est quoi, ça. tu vois? Eh ben écoute, C'est Bruno, je te laisse. Merci, tu as dépassé largement le temps qu'on s'était Oui, octroyé. Merci beaucoup. pas de problème. Bah, On va merci à dire au vous. revoir aux gens du chat. Merci le chat. Et puis, je end le stream. On peut se dire 2 mots pour se dire au revoir en privé.